Bilan à inventer, c'est le thème incroyable et formidable de cette fin de journée, de cette fin de festival. Mais avant de nous lancer dans le vif du débat avec notre plateau d'invités, je vais laisser la parole à monsieur Bertrand Meheust. Vous êtes sociologue des sciences et vous êtes auteur de livres. Et vous avez un message à nous adresser, je crois. Oui, on a ici stigmatisé la destruction de la biodiversité par le système marchand. Vous m'entendez bien, oui ? Et il ne faudrait pas oublier aussi la destruction de la diversité culturelle. Il me semble qu'il y a de l'écho, non ? Ça va ? Ouais. Il faut mettre. Faut que tu le mettes bien en face. Voilà. Comme ça va ? Ouais. Super. Donc la destruction de la diversité culturelle. Alors je vais vous donner un cas d'école qui est très récent puisqu'il date d'hier. Je pense qu'un certain nombre de gens parmi vous ont entendu parler des empêcheurs de penser en rond. Donc c'est un éditeur qui, depuis une dizaine d'années, était une sorte d'espace de liberté dans l'édition française, un éditeur qui prenait des risques considérables et où on pouvait éditer des choses qu'on ne pouvait pas éditer ailleurs. Et cet éditeur avait une histoire assez particulière, c'était une sorte de petite succursale de Saint-Élabo, un laboratoire français de pharmacie. Et tout s'est très bien passé jusqu'à il y a quelques mois, où Saint-Élabo a été absorbé par Sanofi, qui est une beaucoup plus grosse maison. Et Sanofi, pour des raisons qui restent encore obscures, a détesté cet éditeur, ne voulait pas avoir cette espèce de petit corps étranger qui lui déplaisait, qui ne correspondait pas apparemment à sa politique. Alors, cette maison, autant qu'on sache, a utilisé des moyens assez spéciaux pour parvenir à ses fins. Et pour finir, hier, l'éditeur a été démissionné et il n'a plus le droit même d'utiliser le label Les Empêcheurs. Alors on assiste à un exemple type, si vous voulez, de la diminution de la liberté d'expression à cause des énormes contraintes du système marchand. Alors le détail de cette affaire fait l'objet de plusieurs articles qui sont parus dans la presse ces temps-ci, un dans Le Monde d'avant-hier, dans l'IB d'hier. Il y a une pétition qui a circulé dans le milieu intellectuel pour défendre l'éditeur. De nombreux noms de personnes ont signé, mais à la suite d'une polémique parue dans un journal satirique, tout s'est effondré. Je ne peux pas entrer dans les détails. Je vous trouverai toutes les pièces à conviction sur une table à la sortie près de la porte pour ceux qui voudraient éventuellement prendre parti, s'indigner par tous les moyens disponibles. Eh bien, je fournis les pièces. Voilà. Je vous remercie. Moi, j'ai plus d'éditeur. Vous n'avez plus d'éditeur, mais moi je tiens à souligner, et de façon tout à fait indépendante, que c'était une maison d'édition formidable. Oui, c'est un gâchis absolument scandaleux. Voilà. Je vous remercie. Merci Bertrand Meheust. Eh bien, voilà, nous allons attaquer cette table ronde. Comment ? Oui, commentaire ? Micro dans la salle, s'il vous plaît. Quelqu'un a-t-il un micro ? Dans sa poche ? Hier, je posais la question de l'information. Michel Chiff. Michel, venez sur le plateau. D'un pas léger, d'un bond aérien. Ouais. Hier, je posais la question de l'information et l'importance, si on veut rester avoir une influence sur la marche du monde des affaires, de se poser la question de l'emprise marchande sur la presse, l'édition, etc. Et je voudrais souligner que cette affaire, c'est pas simplement... Bon, il y a un aspect, parisianisme, une des querelles d'intellectuels parisiens, ça, c'est pas tellement intéressant. Mais pour soutenir l'idée que c'est important de soutenir l'indépendance des éditeurs et des journalistes, je mentionnerai une chose. Qui parmi vous connaît bien la NEF, qui est une banque alternative? Si j'en parle, c'est parce que cette banque a subi des attaques assez vicieuses, du même genre que cet éditeur. Et il y a eu quelques échos dans la presse, mais très très peu. Et donc, j'avais envie d'intervenir pour souligner l'importance, non pas simplement ponctuelle, il ne faut pas simplement réagir à un événement, mais il faut, je crois, se poser le problème de comment trouver des alliances, comment agir de façon efficace pour utiliser le système médiatique avec ses qualités et ses défauts, mais en sachant bien que l'emprise de l'argent, c'est un problème incontournable sur la presse. C'est d'ailleurs
Ça démarre très chaud. Allez, Joël Steinmeiner. C'est dans la droite ligne d'un projet de Vivendi qui a racheté un certain nombre de journaux, de supprimer tout simplement le droit d'auteur dans ces journaux. Bon. Alors, ce n'est pas une table ronde sur les droits d'auteur et sur les maisons d'édition, mais merci infiniment de ces témoignages, parce que c'est vrai que sans ces vecteurs de la parole et de la pensée, ben, il ne se passe rien, tout simplement. La revue scientifique, on vient de les obliger à en créer en anglais, presque toutes depuis 10 ans, quoi. Oui. Je ne me souviens plus, mais il s'agit de quelque chose qui... Les thèses qu'on fait maintenant doivent être écrites en anglais. Non, mais c'était une revue qui jusqu'à présent était publiée en français. Je ne me souviens pas de ce que c'était. Et j'ai entendu ça à la radio il y a 48 heures. À partir de maintenant, il a été décidé que ça serait en anglais, au nom de la redevabilité ou de je ne sais quoi. Au nom... Si vous voulez... Bon, excusez-moi, on va peut-être garder ce débat. Ça s'appelle l'impérialisme culturel, il n'y a pas d'autre mot. Non, mais je vous sens très réactif là-dessus. Mais on va peut-être garder ce débat-là pour la fin, hein, si vous voulez bien, non? Oui, d'accord. Allez, on va essayer de démarrer. Alors, je vais vous présenter très rapidement des gens qu'on ne présente plus pour la plupart, mais quand même, avant, je vais excuser des gens qui ne sont pas là et qui auraient beaucoup aimé être là, qui ont eu quelques petits soucis, notamment M. Charles Boiron, qui a eu des obligations familiales urgentes. Christian Boiron. Excusez-moi, c'est l'émotion. Jean-Marc Philippe, le projet Keo, vous savez, le satellite qui part dans l'espace pendant 50 000 ans et qui revient sur Terre avec les témoignages des terriens de jadis. Jean-Marc Philippe, lui, est alité avec une grippe peut-être d'origine cosmique, on ne sait pas. Et Dominique Viel, une représentante du ministère de l'Industrie, une énarque comme on aimerait en voir plus souvent, elle aussi s'est fait porter pâle et je crois qu'elle est également clouée au lit. Comme quoi, l'ENA ne protège pas de tout. Voilà, c'est tout. Mais nous avons dans ce festival de nombreuses personnes qui peuvent s'exprimer sur le thème de Milan à inventer. Alors, je vais commencer avec Vahe Zartarian. Vahe Zartarian à l'extrême extrémité de la table. Monsieur Zartarian, vous êtes polytechnicien et vous avez écrit un livre qui s'appelle « Nos pensées créent le monde ». Jean-Marie Pelt, botaniste, président de l'Institut européen d'écologie. Vous m'arrêtez si je me trompe, Jean-Marie. Hein. Et surtout, vous avez, alors ça on le sait moins, vous avez été l'un des créateurs du nouveau MES. Vous avez été l'un de ceux qui ont participé dans l'équipe municipale dans les années 70 à la transformation de cette ville. Et de l'avis de certains, c'est une réussite totale. Donc c'est ce qui, m'a-t-on dit, légitimait complètement votre présence dans cette table ronde-ci. Parce que s'il fallait inventer une cité du futur, peut-être que vous auriez des choses à nous dire. Jean-Marie. Anne-Marie Constantin, vous vous êtes évadée du journalisme, comme quoi le journalisme mène à tout, et vous avez également fait 36 métiers, m'avez-vous dit. Vous avez été formatrice, gestionnaire d'entreprise, costumière de théâtre, et là, votre nouveau projet, alors là, on est en plein dans le monde du virtuel et de la nouvelle économie, comme on dit. Vous créez un site internet pour les enfants, mais un site internet pour les enfants qui n'est pas vraiment un site à but lucratif. Enfin, vous nous expliquerez tout ça. Voilà. On peut applaudir aussi. Voilà. Si, c'est à but lucratif. Ah bon, pardon. Enfin bon, un peu différent quand même. Alternatif, alors, disons. Joël Sternheimer, vous êtes chercheur, vous êtes spécialiste des gènes et de la musique, comme on le sait, et vous faites pousser des tomates de façon un peu extraordinaire, dirons-nous, et vous nous parlerez de ce que vous voudrez, hein, dans le cadre du prochain millénaire. Et à ma gauche, Maurice Dantec. Alors, outre le fait qu'il a inventé le chapeau et les lunettes noires, il est écrivain. Je vous donne les titres pour ceux qui ne les connaissent pas. La Sirène Rouge, Les Racines du Mal, Babylon's Babies, tout ça chez Gallimard. Vous vivez au Canada. On vous décrit plutôt comme un pessimiste. Mais enfin, les pessimistes, généralement, quand on gratte un peu, il y a un peu d'optimisme en dessous. Alors, je ne sais pas. Oui, c'est des catégories qui... Ouais. On verra ça plus tard. Mais... On verra ça. Je commence. Qui a envie de commencer?
qui a envie de se lancer? Alors 1000 ans pour le futur, c'est un thème à la Jean-Yves, hein, à la Jean-Yves Casgar, c'est très vaste. Merci Jean-Yves. On va essayer de se focaliser peut-être sur un ou deux thèmes pour commencer, puis après on évoluera au fil de vos envies. Mais effectivement, s'il fallait inventer, définir, projeter un futur, d'abord comment ferait-on, Monsieur Zartarian, vous qui avez écrit que les pensées créaient le monde, alors votre pensée, comment projette-t-elle le monde du prochain millénaire? D'abord, 1000 ans à inventer, c'est un gigantesque chantier, donc il faut s'y prendre maintenant, je pense. Que le monde soit à réinventer, je pense que beaucoup de gens seront d'accord. Mais maintenant, est-ce qu'ils sont vraiment d'accord au plus profond d'eux-mêmes, jusqu'au fond de leurs cellules? Ça, c'est une bonne question à se poser. Et je vais prendre un exemple simple. C'est le cas de l'Erika, ce fameux bateau qui s'est coupé en deux il n'y a pas longtemps. Donc on a dit c'est la faute à Total, c'est ceci, c'est cela, plein de choses, méchantes pour certains. Mais est-ce qu'on s'est bien posé la question, ce qu'il y avait dans l'Erika? Dans l'Erika, il y avait du pétrole. Et qu'est-ce qu'on fait du pétrole? Ça permet à Nantes d'avoir des tomates hollandaises, ça permet de prendre sa voiture pour aller acheter ses cigarettes et tout un tas de choses comme ça. Donc, quelle solution on dit? Oui, on dit c'est terrible, il faudrait changer tout ça. Et qu'est-ce qu'on fait? On va faire une nouvelle norme pour éviter que les bateaux se cassent en deux. Mais on n'a rien touché au fond des choses, qui est que si le pétrole circule, c'est parce que chacun d'entre nous entretient ce système qui fait qu'on veut que le pétrole circule. Donc, on s'accorde superficiellement sur le fait que le monde est à réinventer, mais dès qu'on dit qu'il faut changer quelque chose, il n'y a plus personne, et on le voit dans plein de domaines comme l'éducation, la politique, les retraites, la sécurité sociale. Et ça m'amène à une première réflexion qui est qu'un projet technique n'est pas un projet de société. Alors il y en a qui disent que le monde futur, ça va être de coloniser des planètes, d'autres plus près de nous qui pensent que les nouvelles technologies, ça va révolutionner le monde. Effectivement, ça fait partie d'une révolution, mais c'est une révolution présente, ce n'est pas une révolution future, et ce n'est pas ça qui va faire le monde dans 1000 ans. Une autre remarque, c'est que des rustines sur un monde en décomposition ou un monde qui va mal, c'est pas non plus un projet de société. Je pense par exemple, on parle beaucoup depuis quelque temps du bio, des sels, des systèmes d'échange locaux et autres choses de ce genre. Alors je ne veux pas dire par là que c'est pas bien, que c'est mauvais et qu'il ne faut pas faire tout ça. Parce que des rustines, ça soulage, ça permet de vivre un peu mieux dans des conditions qui sont plutôt difficiles. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas dire qu'on a un nouveau vélo parce qu'on a mis une rustine sur le pneu qui était crevé. Il faut être conscient juste de ça. Donc si c'est une rustine, on vit mieux pendant quelque temps, mais ce n'est pas un projet de société. Et puis aussi, une autre remarque, c'est que pour construire un nouveau monde, il faut avoir envie, il faut avoir aimé cette planète, il faut aimer les gens de cette planète, il faut avoir un rêve suffisamment enthousiasmant pour pouvoir se dire « Tiens, j'ai envie de me lancer avec mes copains, ce rêve, j'ai envie de le réaliser ». Imaginez que vous disiez à vos enfants fiston ou fistonne, je te prépare un chouette d'avenir, tu vas voir téléphones portables, produits biologiques, et puis des super normes de contrôle sur Erika, sur les pétroliers. Bon, vous imaginez ce qu'il pourrait vous répondre sur ce genre de futur. Je pense qu'il ne sera pas enthousiasmé, il ira jouer à ses jeux vidéo et puis il ne travaillera pas bien à l'école. Et tu auras ses professeurs. Et comme dit Maurice Dantec qui est optimiste, il tuera ses professeurs. Donc l'important, cette part de rêve est très importante. Il faut avoir envie de bâtir ce monde où il y a de la beauté, de la joie, du mystère aussi, parce que tout ne doit pas être figé. Et ça veut dire qu'un projet de société, ça commence par une vision. Alors une vision, qu'est-ce que c'est? Une vision, c'est à la base de toutes les civilisations, que ce soit la civilisation indienne, chinoise, arabe, occidentale. Derrière ces civilisations, il y a une vision. Et une vision, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose généralement implicite, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément écrit quelque part le contenu, mais c'est ce que tout le monde partage. Ça dit qu'est-ce que c'est l'homme, qu'est-ce que c'est la matière, qu'est-ce que c'est les animaux, les plantes, quelles sont nos relations avec les autres règnes, et puis aussi ça dit qu'est-ce qu'on fait sur Terre.
Bon, et la vision implicite du moment, c'est une vision matérialiste qui dit que tout n'est fait que d'agitation de molécules inanimées et qu'on n'a pas trop à se poser de questions sur l'au-delà puisqu'on n'est qu'un paquet de viande et puis une fois que la viande elle pourrit et puis il n'y a plus rien quoi. Bon, ça fait un projet de vie formidable. Donc, comme on n'a que ça, on cherche à rallonger sa vie. On espère qu'on va se faire congeler pour pouvoir gagner quelques années de plus. C'est formidable et enthousiasmant. Et donc, j'ai pas d'enfant. Congelé, il y a gelé. Voilà. Et il y a très con. Et donc, si vous imaginez vos enfants, c'est normal qu'ils ne soient pas forcément enthousiastes par ce qu'on leur apprend et par l'avenir qu'on leur prépare. Et si on leur dit tu devrais t'occuper, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, rien, c'est normal qu'ils n'aient rien envie de faire ou pas grand-chose parce que ce n'est pas enthousiasmant. Alors, pour prendre... Oui, je raccourcis, mais pour prendre un exemple, juste un exemple qui va nous relier à ce qui a été dit hier. Ça concerne les relations de l'homme avec la Terre. Dans la vision du moment, ces relations de l'homme avec la Terre, c'est que comme tout n'est que de la matière, on n'a pas à se préoccuper de savoir ce qu'on y fait. La Terre, elle est là pour être exploitée, on fait ce qu'on veut, on exploite tout ce qu'on veut. Et puis peut-être qu'un jour, on en subira les conséquences, mais ça sera juste des conséquences matérielles de nos actes. Hier, le chaman Jérémy Narby et les autres nous ont fait sentir qu'il peut y avoir une autre vision du monde, qui est celle d'une symbiose avec le minéral, le végétal et l'animal, d'une coévolution globale. Donc ça n'a rien à voir. C'est juste un petit exemple. Je pourrais rentrer plus dans le détail tout à l'heure éventuellement selon ce que vous souhaitez, mais c'est juste un exemple pour montrer que des visions du monde, c'est très différent. Et aujourd'hui, il commence à émerger une nouvelle vision du monde qui est très différente de celle sur laquelle notre monde vit aujourd'hui. Et ça implique aussi la science, ça implique des tas de domaines. Et il y a une science nouvelle qui est en train de se construire avec des gens comme Joël, comme Benveniste, et d'autres. Donc je ne veux pas dire que c'est la science du futur. Ce que je veux dire, c'est que c'est une amorce de quelque chose que les générations futures s'empareront pour bâtir ce qui sera leur science à eux du futur par rapport à une vision du monde à eux et qui, j'espère, les satisfera. Un dernier petit point, on pourrait dire c'est complètement utopique, oui, il y a d'autres choses à faire aujourd'hui, il y a des gens qui meurent de faim et tout, c'est terrible. Oui, mais si on ne rêve pas maintenant pour projeter un autre futur, qui le fera ? Il faut bien commencer à un moment, il faut bien que chacun d'entre nous, et ce n'est pas des spécialistes qui doivent rêver ça, c'est chacun d'entre nous qui doit entretenir cette part de rêve, essayer de construire quelque chose qu'on va projeter dans le futur. Voilà, au suivant. Merci Vaed de ce petit aperçu. On reviendra sûrement sur ces thèmes parce que je crois qu'ils sont très appétissants à quantité de points de vue. Jean-Marie, vous avez envie de vous emparer de quel projet, vous, pour le prochain millénaire ? De plusieurs. Oui, vous en avez plein, votre besace. On m'a demandé d'effectuer à cette table une suppléance de dernière minute pour parler du prochain millénaire et on m'a dit d'exposer ce que j'avais vécu comme projet déjà dans ma propre existence. Alors, je crois que chacun d'entre nous est construit en gros de la même façon. C'est-à-dire que chacun d'entre nous a des projets, dans la meilleure des hypothèses, un projet, dans une très bonne hypothèse, un grand projet, et dans une hypothèse parfaite, un grand projet et la volonté farouche de le réaliser. Alors, cette volonté farouche de réaliser n'est pas toujours présente. On a parfois simplement le projet, mais pas le courage de le faire aboutir. J'ai eu l'occasion l'année dernière de vous faire beaucoup rire, paraît-il, en racontant mes relations de jeune étudiant avec un homme politique qui s'appelle Robert Schuman. Et cet homme était un homme physiquement relativement frêle, mais moralement assez costaud, pour avoir ce projet complètement fou. En 1947, c'est-à-dire 2 ans après la Deuxième Guerre mondiale, premièrement, de réconcilier les Allemands et les Français, les Allemands qu'on appelait des Boches à l'époque, et qui étaient nos pires ennemis, naturellement, et ensuite de faire avec eux l'Europe. C'était allé
complètement à contre-courant de l'opinion publique. Les grands hommes politiques sont ceux qui parfois savent aller complètement à contre-courant de l'opinion publique. Alors c'est lorsque vous observez la manière dont se déroulent les opérations sur le front politique relativement rare. Généralement, on a tendance à suivre l'opinion publique avec un petit quart d'heure de retard et des projets aussi généreux et courageux que la parité homme-femme est le prototype de ces projets dont pas une seule personne dans cet amphi serait opposée et qui vont tout à fait dans le sens de l'opinion, de sorte que les hommes politiques peuvent jubiler d'avoir des projets aussi excellents puisque personne ne les contredira jamais. Il m'est arrivé de devoir être aussi à contre-courant de l'opinion publique et c'est pourquoi Jean-Yves m'a demandé de participer à ce débat. Lorsque nous avons été élus, comme l'a évoqué tout à l'heure notre ami, à la mairie de Metz en 1971, nous sommes arrivés dans une conjoncture municipale tout à fait étrange. Vous vous souvenez qu'à cette époque, dans toutes les villes, sans aucune exception, on construisait ce qu'on appelle les grands ensembles, c'est-à-dire des tours et des bars. Et là, on pouvait considérer deux types de villes très en gros. Celles qui mettaient des tours et des bars dans la périphérie, et celles qui mettaient des tours et des bars à la fois dans la périphérie et dans le centre. Et vous verrez beaucoup de villes actuellement où il y a des tours et des bars dans le centre de la ville. Et Metz était malheureusement dans la deuxième catégorie, on y mettait des tours et des bars à la périphérie, ça s'appelle des ZUP, et on y mettait des tours et des bars au centre. Pourquoi ? Parce que c'était moderne. Et en politique, ce qui est moderne est excellent. Le mot modernité, s'il n'était pas dans le domaine public, serait acheté à prix d'or par tout homme politique digne de ce nom. On y mettait des tours et des bars parce que la ville devait prendre l'allure d'un Dallas lorrain, dans la mesure où la Lorraine, à l'époque, était considérée comme le Texas français, puisqu'elle produisait la totalité de l'acier utilisé en France et bien au-delà de la France, et la quasi-totalité, enfin presque la totalité du charbon avec le Nord, qui en produisait déjà beaucoup moins. Donc nous étions les producteurs de matières premières, c'était la richesse à l'époque de l'ère industrielle. Donc la ville était riche, elle devait se transformer en une espèce de ville hyper moderne avec des pénétrantes urbaines, des grandes voies à 2 fois 3 voies ou 2 fois 2 voies, des souterrains, des tunnels nombreux, et tout ça, évidemment, renversait complètement le vieux Metz médiéval qui était la substance charnelle et vivante de la ville. Alors nous sommes arrivés au moment où ce projet était en train de sortir de terre. Et il a fallu faire à partir de là une ville écologique telle que nous l'avions dans la tête, à contre-courant de tous les pouvoirs établis. L'establishment était parti déjà pour de grandes opérations de promotion immobilière et ceux qui savent de quoi je parle et même ceux qui ne savent pas sauront que quand on a de grands projets immobiliers, c'est extrêmement difficile de les arrêter tant il y a d'acteurs qui sont intéressés à l'aboutissement du projet. Alors on a tout arrêté. On a tout arrêté. Je prends juste un souvenir précis. Je suis un jour rentré très timidement, j'étais un jeune premier adjoint, dans le bureau du préfet, qui était un homme qui avait un sourcil dru et fort, plus fort encore que Pompidou, et qui m'a regardé en me foudroyant et en m'installant dans un fauteuil ou plutôt sur une chaise à 20 mètres de son bureau, car il s'était construit un bureau extraordinaire. Et c'était le point de départ de la nouvelle préfecture qui, par ailleurs, devait comporter une tour de 13 étages. Et cette tour de 13 étages devait émerger juste à côté d'un très beau bâtiment du XVIIIe siècle, qui est le théâtre de Metz, sur une place classique, qu'elle aurait évidemment, cette tour, complètement démolie.
Alors j'avais la mission d'expliquer au préfet qu'on lui coupait sa tour. Et j'ai fait un petit geste symptomatique de mes 2 doigts pour lui expliquer que quand je sortirais de son bureau, il n'aurait plus de tour. Alors ce sont des exercices extraordinairement difficiles quand on est comme moi extrêmement timide, car je suis, contrairement à toutes les apparences, un grand timide. Alors je me suis acquitté de ma mission, le préfet est devenu blême couleur de cendre, et m'a dit, vous ne me feriez pas ça? J'ai dit, hélas, si. Et puis je suis parti, et puis il n'y a pas eu de tour. Alors on voit un espèce de petit moignon, quand on se met sur ses pieds, qu'on se dresse sur sa pointe de ses pieds, on peut voir, si on est assez loin, un tout petit moignon qui évoque la tour qui aurait émergé et qui est resté à son 4e étage sans jamais monter à son 13e, tel que cela était prévu. Alors nous n'avons fait que des opérations de ce style. Ça a été extraordinairement douloureux, car nous avions une opinion publique qui était favorable, mais tout ce qui compte dans le monde des affaires était tout à fait défavorable. Donc nous avons dû remonter le courant, ce qui est en politique très, très laborieux. C'est le contraire de ce que je disais tout à l'heure, des exercices type parité homme-femme, ou bien type bouc émissaire aussi, qui marcherait très bien. Monsieur Kohl est un salaud, Strauss-Kahn aussi. D'ailleurs, ce sont tous des salauds. Ça marche très, très fort en politique. Ça va dans le sens du poil, ça marche très, très fort. Mais quand vous êtes à contre-courant de l'opinion publique, c'est extrêmement difficile, mais vous vous apercevez qu'à un moment donné, l'opinion publique vous comprend, parce que vous vous expliquez naturellement. L'opinion publique vous comprend et l'opinion publique vous suit. Et à un moment donné, elle vous dépasse et elle vous précède. Et alors, il arrive cette chose extraordinaire, c'est qu'elle dit que vous n'allez pas assez vite et que vous ne coupez pas assez de l'étage de la tour du préfet. Ce qui nous est arrivé au bout de 2 ans, où nous avons une opinion publique qui nous a précédés, qui a pris le chemin de traverse et qui a été, à notre égard, extrêmement exigeante, ce qui était une excellente chose. Car nous avons dû nous dépasser, si je puis dire, travailler beaucoup, être beaucoup sur les chantiers, et ça a donné ce que certains considèrent effectivement comme une ville écologique, où on a fait beaucoup d'écologie urbaine et d'écologie humaine, avec la participation des gens aux projets qui se développaient, avec beaucoup de nature en ville, avec des réalisations qui font que la ville a obtenu 3 années de suite le prix européen du fleurissement, qu'elle a obtenu le prix européen de l'éclairage, enfin, et des prix de ce genre, il y en est arrivé pas mal. C'est plutôt pas trop mal réussi, mais ça a demandé quelque chose que j'appellerais, si vous le voulez bien, du courage politique. Alors, c'est une denrée assez rare. Le courage politique est une denrée assez rare, mais une denrée très prisée et très utile lorsque l'on a un projet à réaliser ou un mandat à exécuter. Comme il ne faut pas que regarder le passé, mais regarder l'avenir, j'évoquerai un projet pour le millénaire qui me semble devoir aboutir parce qu'on va s'apercevoir qu'on en a grand besoin. Il y a eu la tempête. Alors cette tempête a été assez extraordinaire parce qu'on n'avait jamais vu, en tout cas pas depuis Colbert, une tempête de cette ampleur sur le continent. On avait vu des tempêtes comme ça sur le littoral, mais jamais sur le continent. En forêt noire, les vents ont dépassé 210 km/h, ce qui évidemment était du jamais vu. Et j'ai été extrêmement frappé du fait que pendant les 15 jours qui ont suivi la tempête, pas un seul homme politique et pas une seule femme politique n'a évoqué le principe de précaution concernant le dérèglement éventuel du climat. Ceci m'a d'autant plus frappé que le principe de précaution dont on parle abondamment en ce qui concerne l'alimentation, depuis qu'il y a eu l'affaire de la vache folle, a été édicté à Rio au sommet de la Terre en juin 1992 à propos du climat. Et on a dit, comme on ne sait pas quel pourrait être l'effet fâcheux de l'accumulation de gaz carbonique dans l'atmosphère, donc le fameux effet de serre, soyons prudents et n'envoyons plus autant de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. C'est ce qui a été dit à Rio. Mais plus personne ne s'en est souvenu à propos de cette tempête,
où on a fait toutes sortes de commentaires d'ordre météorologique, mais où on n'a pas évoqué le principe de précaution. À mes yeux, cette tempête est un signe fort, comme la vache folle a été un signe fort. La vache folle a été un signe fort parce qu'on a été très effrayé, et depuis, on est extrêmement sensible à tout ce qui touche l'alimentation, et on voit se multiplier les scandales alimentaires, avec de la part des médias d'ailleurs une sorte de jouissance particulière pour nous expliquer que les rillettes ne sont pas bonnes ou le Coca-Cola n'est pas bon. Ceci nous est dit et redit, et c'est bien qu'on le dise, parce qu'on sera plus prudent, et plus on sera prudent, mieux ça vaudra. Dans le domaine du climat, j'ai le sentiment que cette tempête devrait être aussi un signe fort. On sait depuis maintenant quelques années que les cyclones tropicaux sont plus nombreux et plus puissants qu'ils n'étaient. Il est probable que le climat change. Cette tempête devrait être un signe fort pour que l'on réduise effectivement les gaz à effet de serre. Mais alors, comment on s'y prend? Comment on s'y prend? Alors, on va diminuer la pollution par les voitures. On va diminuer la vitesse des voitures, car plus elles vont vite, plus elles polluent, on le sait bien. On va mettre le frais sur les chemins de fer. Et puis alors, on va planter des arbres. On va devoir planter des arbres parce que les arbres, quand ils poussent, fixent du gaz carbonique. Il est vrai que quand on les brûle plus tard, ils le restituent. Mais pendant le temps où ils poussent, c'est-à-dire les 100 ans où on va les faire pousser, ils vont fixer du gaz carbonique et ils vont nous donner le temps de passer aux énergies renouvelables entre-temps, de sorte que quand on les coupera, on n'aura plus le problème, pense-t-on, de l'effet de serre. Mais qui va planter des arbres? Aucune entreprise libérale n'a envie de planter des arbres qui ne seront coupés que dans 100 ans. Par conséquent, l'ultralibéralisme à l'américaine dans lequel nous vivons rend ce projet totalement utopique et totalement impossible. Il faut donc qu'il y ait d'autres initiatives et d'autres initiateurs pour une grande politique de reboisement qui en plus fixera le sol, empêchera les inondations, notamment celles de la Chine, qui sont dues au déboisement des bassins versants des grands fleuves chinois. Alors, nous n'avons là devant nous qu'une seule institution qui pourrait se mettre à planter des arbres par son programme écologique, c'est l'ONU. Mais l'ONU n'a pas beaucoup de pouvoir et n'a pas beaucoup de puissance, et dans le domaine de l'environnement, encore moins que dans d'autres domaines. Eh bien, il faudra, et ça c'est un grand projet, que l'on fasse entrer petit à petit dans les mœurs l'idée qu'il y a un droit d'ingérence écologique au même titre qu'on a inventé au cours des 10 dernières années le droit d'ingérence humanitaire. Quand on voit Madagascar dans l'état effroyable dans lequel se trouve cette grande île, où les cosmonautes disent que d'un voyage à l'autre, ils la trouvent de plus en plus brune et de moins en moins verte, parce que toute la végétation de l'île est en passe de partir en fumée, il faudrait pouvoir dépêcher dans cette île quelque chose que Jean-Yves tout à l'heure a appelé des casques verts, c'est-à-dire des gens qui ont une compétence écologique en même temps qu'une compétence humanitaire, et qui sur le terrain prennent des mesures et aident les habitants à prendre des mesures pour éviter un désastre complet. Ceci, ce serait probablement un grand projet écologique pour le futur. Je ne voudrais pas que ce soit un projet pour le millénaire, car si ce projet aboutit en l'an 2999, il n'y aura plus d'écologie du tout à défendre, parce que ça sera beaucoup trop tard. Il faudrait que ce projet aboutisse dans les 10 prochaines années. Et nous sommes partis en chasse pour essayer de faire aboutir ces idées nouvelles, puisque cette idée n'a jamais été encore émise d'une part, pour faire aboutir cette idée nouvelle d'un droit d'ingérence écologique en vue de la protection de la planète et de ses habitants. Voilà un parmi d'innombrables autres projets pour le millénaire. Merci, chers amis. Merci Jean-Marie pour cette campagne contre l'érection des tours et pour l'érection des arbres. Et je passe la parole à Anne-Marie Constantin, et qui va nous emmener dans un autre univers. Oui, mon grand projet à moi, il est virtuel. Il est virtuel, mais il vient d'une petite idée, parce que c'est vrai que tout vient des idées. Et mon idée, elle a 15 jours.
Elle a 15 jours et elle est déjà prête à démarrer. En tout cas, dans un petit mois, on va dire que ça marchera. Alors, je m'adresserai, je vous montre. Apparemment, on n'a pas de moyen autre que celui-ci. Voilà, il s'agit de Camji et il s'agit d'un webzine qui est en fait un magazine sur Internet, ça veut dire sans papier, et qui va me permettre de m'adresser aux enfants. En fait, ce webzine est destiné exclusivement aux enfants de 3 à 25 ans, on va dire 25 ans et plus. L'idée est simple, c'est que, en fait, les contenus sur Internet, on se balade sur Internet, on est sur la planète entière, on a du mal à se fixer quelque part, mais la majorité des contenus, qu'ils soient pour enfants ou autres, ne sont souvent que des moyens d'évasion ou d'achat de choses très marchandes, mais rien ne vient compenser l'absence de lien, de proximité. Donc le webzine qui s'appelle Camji s'adresse à 4 générations d'enfants, évidemment, qui sont bien différents, et donc sur des rubriques identiques et qui vont se retrouver traités différemment, évidemment. On ne parle pas de la même façon aux enfants de 3-6 ans qu'aux enfants de 16-25 ans, qui ne sont déjà plus des enfants. Alors, je vais les appeler, je les ai nommés, bien entendu. Je reviens un peu en arrière, je ne suis pas toute seule sur cette histoire, et bien heureusement, et c'est pour ça que dans 15 jours, 3 semaines, 1 mois maximum, les enfants pourront se connecter, et les parents, parce qu'ils sont curieux, et puis ils voudront aussi savoir à quoi s'occupent leurs enfants, pourront se connecter sur Camji, qui est développé par une SCOP, c'est une société coopérative de production à Cavaillon, et qui s'appelle Apsis. Et si Apsis n'avait pas existé, moi je serais encore avec mes petits crayons et à essayer de chercher quelque chose pour le faire, parce que ça me coûterait beaucoup trop cher. Donc c'est Apsis qui développe l'histoire au niveau informatique, et le site portail qui hébergera, non, j'espère que je serai légère, qui hébergera Camji, ce sera donc Apsis. Donc voilà. Ce magazine, qui est donc un webzine, a comme objectif principal de permettre à des enfants et des adolescents de se rencontrer par ce moyen-là. C'est-à-dire qu'une des rubriques qui s'appelle Truc en vrac et qui va permettre aux enfants d'échanger, de vendre leur vélo contre, je ne sais pas moi, leur collection de Spirou ou tout ce qu'ils voudront, ou de vendre leur imprimante, ou d'échanger des choses autres, tout ce qui fait l'avenir et le monde des enfants. L'idée, c'est qu'ils vont pouvoir se retrouver avec 1 heure de voiture maximum. C'est donc un webzine qui est sur la toile d'araignée mondiale, mais de proximité. Donc, de proximité, parce que les adresses, les rendez-vous, tout ce qui intéresse, et ce que je vais un peu vous décrire, intéressent le Vaucluse, le nord des Bouches-du-Rhône, on va dire jusqu'à Aix à peu près, et puis même on peut parler de Marseille, mais ce qui veut dire que le Luberon, Cavaillon, la circonscription d'Apt, Pertuis, Cadenet, etc., toute cette zone-là va pouvoir être en lien par l'intermédiaire de Camji. Et 3-25 ans, c'est une grosse partie des populations enfantines. Je reviens un peu, avant de détailler l'histoire, sur le principe qui a un peu déterminé cette innovation, qui en fait c'est une grande idée qui est toute simple et qui est basée simplement sur un besoin un besoin de la population enfantine. C'est que je considère que les enfants, aujourd'hui, j'en ai 3, donc je peux un petit peu en parler, ils ne sont pas tout jeunes, mais la dernière a 17 ans et l'aîné a 27 ans. J'ai un peu regardé comment ils fonctionnaient. Et je trouve qu'actuellement, il me semble que les enfants, c'est un monde à part. Tout ce qu'ils veulent,
tout ce qui les intéresse véritablement, et vous les observez, ils vous le diront un peu facilement, ce qui les intéresse, c'est d'être ensemble. C'est de faire des choses ensemble, c'est de faire de la musique ensemble, c'est de se retrouver ensemble, pas forcément pour faire des choses d'ailleurs, mais leur monde on a l'impression d'avoir affaire à une population un peu différente de la nôtre, et en vérité, elle est différente de notre monde, pas forcément parce que moi j'ai atteint le demi-siècle que je dis ça, mais enfin, je vois vraiment qu'entre 30 ans et 25 ans, il y a une grande différence. En fait, je trouve que cette population, de cette jeunesse, à l'observer, elle est particulière. Elle ne ressemble à rien de ce qui est connu ou de ce qui a existé jusqu'à présent. Voilà, regardez bien, vous verrez. Bon, je continue donc. La première tranche d'âge, c'est les petits mulots. Alors, ils ont 3-6 ans. Évidemment, ils n'auront pas les mêmes rubriques. En tout cas, ils auront les mêmes rubriques, mais pas traitées de la même façon que pour les 16-25 ans. Les deuxièmes, c'est les potes, c'est les 16-11 ans. Vous remarquerez, ils sont toujours ensemble aussi, mais alors ils forment clan, c'est une fratrie, ils s'imitent, voilà. Bon, je généralise, hein, évidemment, tous les enfants ne sont pas les mêmes. Les 12-15 ans, je considère qu'ils sont les speedés, et donc je les appelle les speedés. Vous les regardez, ils ne tiennent pas en place, ils passent du rire aux larmes en 5 minutes, et ils ont une idée toutes les 15 secondes, et ce n'est pas la même que précédemment. Enfin bref, ils grandissent, hein, tout simplement. Et les 16-25 ans, je les appelle les perchés. Ben voilà, et puis même au-delà de 25 ans, on va dire qu'ils sont perchés. Ils font, eux, vraiment partie de cette coterie qui est ensemble. Plus encore que les autres qui sont bien chez les parents, un peu plus coucounés pour ceux qui ont la chance d'être surprotégés. Alors, chaque webzine donc, aura les mêmes rubriques. Alors, je vais annoncer les rubriques, et elles sont en fait séparées en 2 parties. Parce qu'on disait tout à l'heure que c'était un peu un journal, un webzine non où on ne parlait pas de fric. C'est pas vrai du tout, en vérité. Alors, la rubrique ActuZap, ce sera une des premières rubriques. Alors, je me réveille. Les courtes infos du monde entier, avec qui privilégie les dernières trouvailles, les matériels, les jeux, les technologies et autres disponibilités. L'autre rubrique, ce seront des jeux classiques qui seront, en fait, beaucoup sont libres d'accès, et ils seront, on pourrait être en lien avec des sites spécialisés. Une autre rubrique, c'est la musique, et évidemment, ça intéresse tous les jeunes. Alors là, la musique, ils sont incollables. On parle de CD, on parle de coups de cœur, on parle de propositions de tout genre. Enfin, c'est le genre fanzine et autres possibilités. Une autre rubrique... Alors, pardon, oui. La liberté d'expression, vous connaissez ? Non, mais si je vous ennuie, je m'arrête tout de suite. Hein. C'est pas pour faire de la pub, hein. C'est simplement pour lancer un webzine qui est de proximité, qui est tout de suite maintenant sur Cavaillon et qui est disponible bientôt et qui n'a rien à voir avec ce qui a été fait jusqu'à présent. Bon, je pense qu'on n'est pas dans 1000 ans, effectivement, mais je m'arrête si je vous ennuie tout de suite. Merci Anne-Marie. Eh bien, bonne chance, Joël. Effectivement. Allez, vas-y, Joël. Qu'est-ce que tu nous imagines pour demain ? Quelle serait ta proposition concrète ? Peut-être un peu plus loin que demain, peut-être après-demain, ou allez, dans 10 ans ou dans 100 ans. Allez, soyons raisonnables. Puisque tu m'as permis de dire ce que je voulais, c'est le principe. Je voudrais commencer... Dans le premier tour de table, on essaye un peu de faire ça. On essaie de mettre un peu de liberté. Il n'y en a pas souvent quand même. Donc. Je voudrais commencer par relayer ce qu'a dit mon confrère chercheur indépendant Vaé tout à l'heure. Il y a 3 points. Alors je ne sais pas si je pourrais les aborder tous, mais je vais au moins commencer par le premier, puisqu'il a rappelé que le pétrole de l'Erika, il servait aux Nantais à acheter des tomates hollandaises. Alors, ça m'a évoqué quelque chose qui m'est arrivé, pas dans 1000 ans, mais tout bêtement cette année, parce que
J'avais reçu au début de l'année un fax à l'Université européenne de la recherche d'une entreprise de tomates hollandaises, justement. Vous savez, c'est la course à la surproduction dans ces entreprises. Et alors, ceux-là, ils étaient bien embêtés parce qu'ils avaient un virus, un potato virus X qui ravageait leur culture. Et ils étaient bien embêtés. Ils ont dit, on a vu sur Internet que vous pouvez arrêter les virus des tomates. Est-ce que vous pouvez quelque chose pour nous ? Alors, je leur ai envoyé une petite cassette avec juste un petit échantillon, un tout petit fragment d'une mélodie inhibant ce virus, en leur demandant de m'envoyer des photos et des chiffres de leurs résultats. Puis ils m'ont envoyé des photos. Je vais faire comme ma voisine. Je vais essayer de vous montrer. Là, sur celle-là, Joël. C'est celle-là ? Ah, laquelle ? Voilà. Le type de photo qu'ils m'ont envoyé. On voit assez bien des plants de tomates. Une tomate bleue, c'est ça ? Non. Un plant qui, en haut, après juste une semaine de musique, parce que quand ils ont démarré, ils croyaient qu'il était mort. Il avait déjà un peu repris après une semaine. Après 15 jours, il était redevenu vigoureux. C'était une petite séquence d'1 minute. Bravo. Et la raison pour laquelle j'avais particulièrement répondu à cette requête, à cette demande, c'était parce que c'est un virus qui a la même taille que le virus du sida. Et je me suis dit, bon sang, si on fait une démonstration là, ça va être un espoir pour des millions d'Africains, pour des millions de gens. Et puis, c'est pour ça que je leur ai demandé de donner des chiffres. Ils ne les ont pas envoyés. Et puis, j'ai su par une indiscrétion qu'en fait, ils avaient fait cette année, non seulement ils avaient sauvé leur culture, mais ils avaient fait la meilleure récolte de toute la Hollande. Et que, par contre, ils n'avaient pas envoyé les chiffres parce qu'ils ne déclarent pas à cause du fisc, quoi. Et voilà comment, parce qu'une petite entreprise européenne veut grappiller quelques sous aux impôts, de nouveau, ça fait reperdre l'espoir à des millions d'Africains. De nouveau, ça les condamne. Comme quoi, on est vraiment tous impliqués dans cette histoire. Et le deuxième point que j'aurais voulu soulever, c'est lorsque Vahé, tout à l'heure, a dit qu'on était dans une révolution présente, mais qu'il y avait une révolution à venir. Je préférerais commenter qu'on est qu'on a vécu la première moitié d'une révolution, le XXe siècle, probablement le siècle où l'exclusion du sujet a été la plus forte. C'est probablement comme ça qu'il restera dans les mémoires, parce qu'on a trouvé les lois des objets, on a trouvé les limites des objets, la limite, la vitesse de la lumière avec laquelle on peut se déplacer, la limite, la constante de Planck avec laquelle on peut accéder à l'échelle atomique, mais par contre, pas les limites avec lesquelles le sujet peut s'explorer lui-même. Il y a aussi des lois là. Et le problème vient quelquefois dans l'emploi des mots. À la base des manuels de physique, on vous explique que pour faire de la physique, il faut un repère, que le choix du repère, que le repère est arbitraire. Et en fait, c'est par ce mot qu'on introduit en physique l'arbitraire et qu'on évacue le sujet. Parce que le repère, il est choisi par un sujet. C'est pas tout à fait la même chose. Et si on veut que le repère n'interfère pas avec l'objet, eh bien, dès qu'on introduit une unité dimensionnée, ça implique, pour que ça n'interfère pas, ça implique d'autres dimensions que l'espace-temps. Et ces dimensions, comme le repère représente le sujet, c'est un représentant du sujet, ce sont forcément des dimensions de sujet. Et donc là aussi, il y a des lois du sujet, et des lois qui limitent l'accès à l'intérieur de nous-mêmes. On ne peut avoir accès qu'à une toute petite fraction, 1%, 2%, 3% peut-être maximum de notre génome. C'est déjà beaucoup, mais c'est ce qui peut permettre une démocratie, c'est ce qui peut permettre un contrôle, et c'est ce qui nécessite en tout cas qu'on soit nombreux, qu'on soit plusieurs à faire les choses. Merci Joël. Non ? Pardon ? Ah oui. Oui. Le troisième point, tu peux prendre ma place ? ça concerne donc l'allusion dans Milan. Et qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui ? Vous savez que devait venir à cette table Jean-Marc Philippe présenter le projet Kéo, qui est une forme moderne des fameux manuscrits de la mer Morte. Et ce que juste ça vient souligner à point que l'enjeu que la Terre, justement, dans 50 000 ans, ne soit pas comme la mer Morte aujourd'hui.
Et à ce propos, il y a un point que j'aurais voulu souligner, puisqu'on a raconté ce qui s'était passé à propos de la menace qu'a fait peser sur la planète, justement, l'introduction des OGM, comment on a réussi à les faire reculer, et puis comment le ronron, le train-train risquerait de reprendre. J'ai entendu une juriste dire les experts indépendants, finalement, c'est compliqué, allez, on ne va pas s'embarrasser de ça. Alors que si Corinne Lepage s'était contentée d'écouter les experts officiels, eh bien on les aurait aujourd'hui, les OGM. C'est parce qu'elle s'est remuée, parce qu'elle a fait en réalité tout bêtement son travail de ministre et qu'elle est allée les chercher, les chercheurs indépendants. Il fallait les trouver, qu'elle est allée en chercher et qu'elle en a pu en écouter plusieurs, au moins 2, et que, en tout cas plusieurs, et que des gens qui avaient chacun un parcours, chacun une route, chacun des repères, donc leur choix, leur repère, pas l'arbitraire, pas le repère qu'on vous dit, vous avez le choix bien sûr, mais si vous ne prenez pas mon repère, demain vous êtes viré du labo. Pas ces repères-là. Leur choix, leur repère, et puis qui indépendamment, par des routes différentes, arrivaient à des conclusions convergentes, et que ces conclusions convergentes étaient radicalement opposées de ceux des experts officiels, eh bien, elle a pu faire admettre au Premier ministre qu'il y avait au moins nécessité de débat, c'était pas si évident que ça, et donc elle a proposé et obtenu un moratoire. Il faut qu'il y ait des experts indépendants, bien entendu, et c'est quand même pas à Sciences Frontières qu'on va aller dire qu'on ne sait pas où le trouver. Et j'aurais voulu terminer en ajoutant que si simplement son collègue de la santé avait fait la même chose, eh ben, il n'y aurait pas eu le drame qui s'est passé en octobre 1996, où 60 personnes qui prenaient des médicaments en Beljanski ont été condamnées à mort parce qu'on les a empêchés de se soigner comme ils le souhaitaient. Il n'y aurait pas eu ce drame-là. Et que, simplement terminer encore par un autre témoignage en forme de projet, il y a 1 an et demi, presque 2 ans, le ministère de la Santé, le nouveau, mais peu importe, avait fait un appel à proposition à propos du problème de l'amiante qui a été évoqué hier. Si des citoyens ont des idées. Ah bon, j'ai pas loupé l'occasion et j'ai envoyé effectivement une fiche de proposition. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, je vais peut-être ici faire une parenthèse pour expliquer un petit peu mieux le principe de qui va en même temps éclairer de ce que veut dire ce qu'est un sujet. C'est juste une anecdote qui n'est pas en elle-même une démonstration, mais qui est éclairante. L'année dernière, non, il y a 2 ans aussi, en 1998, il y a eu une coïncidence assez curieuse. J'avais été contacté par 2 personnes que je connaissais toutes les 2 de mon entourage. L'une d'ailleurs par le festival Sciences Frontières, l'autre c'était quelqu'un du milieu des professeurs à Polytechnique, donc des milieux assez différents quand même. Mais toutes les 2 avaient exactement le même problème, le même symptôme, une opacité au sein gauche placée exactement au même endroit et un rendez-vous chez leur chirurgien 15 jours après. Une opacité de même taille. Et ils m'ont demandé, écoute, on est inquiet, chacune m'a demandé ça, est-ce que tu peux nous faire écouter quelque chose ? Donc j'ai fait des tests par téléphone. Les tests consistent à, quand on a un diagnostic précis comme celui-là, eh ben, on a accès par Medline aux différentes publications sur le sujet. On peut faire une table des probabilités, comme des probabilités de désintégration de particules élémentaires. On a des probabilités que ça soit tel oncogène impliqué dans tel type d'affection. Et en fonction de ça, j'ai fait écouter une 30aine de molécules en plusieurs fois à chacune de ces personnes. Et chacune a réagi à 11 d'entre ces molécules. Et j'ai envoyé une cassette à chacune. Et lorsque, 15 jours après, elles se sont présentées chez leur chirurgien, alors pour la première, il n'y avait plus rien, l'opacité a disparu, le chirurgien est étonné, mais il a dit très bien, revenez me voir dans 1 an. Et pour la seconde, celle qui était côté professeur à Polytechnique, était plus embarrassée parce que sa sœur lui avait dit, écoute, sois prudente. Alors elle a hésité, elle a mis 1 semaine à aller s'acheter un Walkman. Résultat, elle a écouté juste pendant 1 semaine et ça avait presque complètement disparu, cette opacité, mais pas tout à fait complètement. Et à la biopsie prévue pour contrôler, ils ont retiré ce qui restait, et suite à quoi ils ont prescrit des rayons, ce qui ne laissait aucun doute sur la nature de l'opacité.
Donc elle a été un peu malade à cause des rayons, mais enfin, bref, ça s'est bien terminé quand même, dans les deux cas. Et ce que j'aurais voulu souligner, évidemment, il s'agit de quelque chose de purement anecdotique, ce n'est pas du tout une étude clinique, c'est une coïncidence qui s'est produite comme ça à un moment donné, des personnes que je connaissais depuis longtemps, c'est important de le souligner. Mais on ne peut pas proposer quelque chose alors qu'il y a à peine 1% du génome qui est décrypté. On a eu tout simplement de la chance d'avoir les bonnes molécules, il faut bien le souligner. Mais quand même, ça jette une lumière, parce que ce qui est important de comprendre, c'est que toutes les deux avaient 11 molécules, pour le même type de problème, pour le même diagnostic exactement. Mais sur ces 11 molécules, il y en avait 3 en commun. Les 8 autres étaient différentes d'un sujet à l'autre. C'est ça que ça veut dire la réinsertion du sujet dans la science. Et ça devient indispensable lorsque des nouvelles techniques qui accèdent à l'échelle moléculaire peuvent être mises au point. Et donc, c'était à ce propos que j'ai fait une proposition au ministère de la Santé en disant les oncogènes du mésothéliome produits par la menthe, ils sont connus, ceux-là sont tous connus. Il se trouve que ceux-là, je les ai tous décodés. Il suffirait de faire des tests. Plutôt que d'avoir à payer à des indemnités aux malades, on peut agir préventivement. Et il suffirait d'avoir un petit CD avec les 20 molécules possibles et que les gens à risque les écoutent. S'ils ne réagissent pas, tant mieux, ils peuvent aller tranquilles. Ou en tout cas, on ne peut rien faire par cette méthode. S'ils réagissent et qu'il y en a 1 ou 2 ou 3 qui reconnaissent tout d'un coup comme leur convenant, comme les personnes dont j'ai parlé tout à l'heure, qui réagissaient très fortement, que ça leur déclenchait des transpirations des pieds à la tête, et bien là, c'est une raison de les écouter. Et puis à ce moment-là, on peut agir préventivement. C'est une solution toute simple que j'ai proposée en avril d'il y a 2 ans, et que chaque semaine qui passe, ça fait 10 morts de plus par jour qu'on aurait pu éviter. Depuis 1 an et demi, ça en fait déjà à peu près 800, et c'est déjà 10 fois plus que la tempête. Alors si j'ai un projet pour l'avenir, c'est déjà cette proposition-là ancienne, qui aurait déjà été retenue si d'autres ministres agissaient comme Corinne Lepage. Corinne revient. Maurice Dantec, le futur, pour vous, c'est quoi? Le futur. Alors d'abord, on m'a invité ici en tant qu'écrivain. Alors j'ai un orgueil mal placé qui fait que généralement j'essaie de faire mon travail. Donc ça consiste à écrire. Milan a inventé, donc, c'est la question qui avait été posée pour ce débat. Alors avant toute chose, je crois qu'il convient de placer en exergue de toutes les interrogations critiques qui conviendraient peut-être de poser ici, de savoir pourquoi je suis ici. C'est-à-dire qui suis-je? Et en d'autres termes, d'où parle ce je qui se prétend tel et qui a été invité à s'exprimer devant vous? Alors, je est un autre, disait Rimbaud. Moi, je serais tenté de dire je est un nous. Et en ce cas, je, ce sont les autres. Mais alors, au nom de quels autres l'écrivain s'arrogerait-il le droit de parler ainsi? On saisit le sophisme à l'instant même où le cuistre le prononce, car l'écrivain n'étant personne, il ne parle au nom de personne, ni même de tous. L'écrivain, c'est la non-personne dont le nom sert à l'expression de tous ces autres dont la conscience est le véhicule. L'écrivain, c'est donc le psychopompe de l'âge de la machine, le feu follet surgissant au-dessus de la décomposition avancée de la civilisation et qui vient danser au-dessus de ses décombres. En d'autres termes encore, je ne suis pas, donc je pense. Car c'est au moment précis où je me défais des minables tropismes de mon moi et des attributs identitaires dont il s'affuble que surgit la vérité, ineffable, c'est-à-dire ce processus créateur sans cesse redéfini qui modèle le monde et y propage ses cataclysmes. Voici donc un premier petit bout de réponse. L'écrivain ne peut se concevoir autrement que comme une usine métaphysique, un laboratoire de manipulation transgénique dont le terrain d'expérience est la vérité. C'est-à-dire l'organisation systémique des illusions qui nous protège du néant. Milan a inventé, disiez-vous, je pourrais ici, sans doute, dépeindre le glorieux futur qui attend l'humanité enfin libérée des chaînes du rationalisme bourgeois.
Si je ne craignais pas plus encore les pléthores d'illuminismes concurrents qui prospèrent ainsi sur la mort de Dieu, puis sur celle de l'homme, qui avait cru bon de prendre sa place sans oser changer la place, comme le disait Deleuze, et qui se complaît aujourd'hui dans cette farce macabre où l'abolition définitive de l'homme est occultée par ce règne totalitaire de la marchandise et de l'amnésie spectaculaire. Aussi apparaît-il un deuxième petit bout de la réponse. L'écrivain du troisième millénaire ne peut partir que d'un constat, et il doit en faire la pierre angulaire de son œuvre. Il décrète l'abolition de l'homme. Qui suis-je et que suis-je venu faire ici en cet après-midi de janvier de l'an 2000, au cœur de cette manifestation stupéfiante où les vérités les plus essentielles côtoient les méthodes de rééducation par le druidisme néo-bouddhique à fluorescence incarnée et où s'interpellent les ultimes nihilismes et syncrétismes d'urgence de l'Occident post-chrétien et onucratique, par-dessus les cristaux presque muets des authentiques savoirs oubliés. Qui suis-je en effet pour oser ainsi porter le verbe comme une lame durcie au feu dans le cœur tendre des consensus humanitaires ? Je suis ce que je deviens, cette communauté mutante et paradoxale qui désire trouver une voie et force ma bouche à s'ouvrir sous le fer froid de la vérité en devenir. Pas une fois, en effet, au cours des longs débats, souvent fort intéressants en demeurant, n'a été prononcé le mot « mal ». Les seules fois où celui de politique a été prononcé, ce fut pour caractériser la présence d'une ancienne ministre de l'Environnement. Lorsque des gens osaient employer celui d'économie, ce fut pour la confondre avec le simple commerce. Pas une seule fois, le terme de métaphysique ne s'est, il me semble, déployé dans le luxueux espace sonore de l'auditorium. Il y a, à mon sens, des raisons à cela. Je me risquerai dans un instant à peut-être en évoquer quelques-unes avec vous, mais je dois continuer cette investigation particulière qui me pousse à questionner ma propre légitimité au sein du débat. Quel rôle pour nous, écrivains de fiction, dans un monde où les machines de troisième espèce nées du silicium viendront s'interpénétrer avec les constituants mêmes de nos organismes et en particulier de notre système nerveux central ? Quel rôle pour nous autres, romanciers désormais réifiés dans le cycle terminal de la marchandise, dans ce monde qui s'éteint et où vraisemblablement notre salut réside dans le cerveau d'un chaman de la selva amazonienne ou celui d'un schizophrène pourrissant dans son asile ou sur le coin d'un trottoir misérable. Quel rôle, en effet, nous a-t-il été dévolu par le très saint nom du verbe, d'une part, et par les petites combinaisons de la corporation médiatico-éditoriale, d'autre part ? Sommes-nous réduits à n'être que les substituts des prêtres maintenant que les églises sont plus vides encore que les anciennes forgeries ? Les vacataires de service de la culture, les béquilles de l'instit en panne de consensus fédérateur. Dois-je vraiment me plier, si je me prétends écrivain, mot que j'oserais définir par homme libre, c'est-à-dire l'homme en quête de contraintes supérieures ? Dois-je vraiment me plier aux règles de cette mascarade, de cette bouffonnerie, de cette vaste opération de décervelage qui tente à faire de nous de gentils petits moutons chargés d'aller apaiser les banlieues en flammes et les ministères en perdition ? Nous ne sommes pas là pour calmer la douleur et effacer les cicatrices. Nous sommes de véritables poisons. Nous grattons la plaie jusqu'à ce qu'elle s'infecte, purule et contamine d'autres organismes. Et dans le meilleur des cas, si nous devons la cautériser, nous nous garderons bien d'employer un analgésique et nous userons volontiers de la lame rougie au feu. Un écrivain d'aujourd'hui se devra donc d'être toxique, comme le sont tous les grands révélateurs de vérité, ce que Jeremy Narby et le chaman équatorien nous ont, à mon sens, lumineusement démontré hier. L'écrivain de fiction du troisième millénaire sera donc un poète philosophe d'une espèce hautement dangereuse. Il sera anaconda et machine de troisième espèce, intelligence schizo-opérative et prolétaire de tous les prolétaires, aristocrate de toutes les aristocraties et prophète sorti du désert pour venir fustiger les idoles. Oui, disons-le tout net, il se devra d'être un authentique saboteur métaphysique. À lui, désormais, d'attenter à la pudeur des vieilles dames outragées des idéologies momifiées. Car c'est dans ce monde mort, ce monde qui n'en finit pas de mourir, ce cadavre à la décomposition fulgurante, que se combinent les éléments de la vie future, que nous nous devons de synthétiser
dans le silence et l'obscurité de nos souterrains. 1000 ans à inventer, commençons donc par inventer notre présent, confisqué par les monstres froids bureaucratiques et les médiocraties culturelles. Commençons donc par nous penser comme nexus de tous les possibles. Commençons donc par entrevoir le désastre positiviste qui refuse de comprendre l'aspect hautement paradoxal de la conscience humaine, ce retournement critique de la nature contre elle-même, sur elle-même, hypertexte en réécriture constante, à l'image de la double hélice de l'ADN. Osons alors l'alchimie opérative du futur. Osons réunir et séparer Jérémy Narby et Gilles Deleuze. Osons établir les interfaces secrètes entre savoirs oubliés et connaissances en gestation. Osons donc sortir du minable confort démocratique et humanitaire qui oblige l'homme à se croire seul dans l'univers et lui refuse l'accès à sa dimension cosmologique qui est celle de son expansion macroscopique au-delà des pesanteurs terrestres, tout autant que son expansion neuroscopique, si vous me passez ce bruyant néologisme, qui est celle de l'exploration systématique des dynamiques à l'œuvre dans la biologie interne du cerveau, y compris, et j'oserais dire surtout, au travers de l'enseignement opérationnel des hallucinogènes, qu'il convient illico de rebaptiser instruments de navigation neurotropique des réalités multidimensionnelles, donc réalogènes. J'ai bientôt fini. Qu'est-ce qu'il veut? Ah, c'est vachement bien. Il... Messieurs, on a un droit aussi d'expression. Je Ouais. crois que vous allez un peu loin dans le défaitisme. Est-ce que vous me permettez de terminer ou Qu'on l'achève, qu'on l'achève. Vas-y, termine, bien sûr, termine. Allez-y, carnage, come on. Il est donc temps pour l'écrivain de choisir entre le succès et l'éternité. Il est temps pour lui de redevenir navigateur, aventurier criminel, c'est-à-dire un danger pour l'ordre social. Il est temps qu'il comprenne que la lumière de sa torche doit servir à enflammer les palais de la pensée et les cités corrompues du langage. Il doit alors, sans attendre rien d'autre que le sacrifice, entreprendre au contraire de ce que l'on a trop souvent dit ici au cours des journées précédentes, et comme le savait Nietzsche, une nouvelle hiérarchie des valeurs, une nouvelle généalogie de la morale, une révolution générale de l'économie humaine conçue comme nécessité à transmuter de toute urgence. Bref, et sans qu'il soit utile de me répéter plus longtemps, l'écrivain du prochain siècle sera l'héritier sélectif du XXe. Il devra organiser le chaos tout en semant le désordre dans les foi les plus ancrés. Il devra se soumettre lui-même à la combustion critique de la vérité, réacteur nucléaire surgénérateur, dont le reste est supérieur au terme de la division. Il sera donc le propagateur de la nuit dans les contrées les plus illuminées. Il sera l'étincelle fugace de la lumière dans les plus enténébrées d'entre elles. Il sera celui dont les mythes et les créatures s'échapperont de son cerveau comme venus du monde des morts. Il aura fait d'Auschwitz et d'Hiroshima les expériences les plus cruciales de l'humanité et il s'emploiera à détruire tout ce qu'il touche, en particulier les murs métaphysiques d'un microcosmos devenu paradoxalement trop petit pour sa puissance et bien trop grand pour ses ambitions. Je me permettrai donc de conclure, si vous voulez bien, en une seule phrase. Toi, je t'emmerde. Je décrète la révolution biopolitique de l'homme et votre fin est proche. Ah bah, je crois que l'ambiance est assez dans la tonalité. Hein, Ça me fait pas peur. C'était bien cette montée là, bravo, hein, super. Super public. Moi je suis pas entre les deux. Hein. Moi je suis crypto-anarchico, présentateur de merde. Je suis juste là pour foutre le bordel.
Pour 1000 ans. Oui, attends. Même plusieurs, si vous voulez. On arrive. Juste, est-ce qu'il y a des réactions à la table? On a fini de manger, à vous. Je suis d'accord. Si, je suis d'accord. Globalement, on est assez à côté du sujet. On est dans la merde. On est carrément dans la merde, là. Bon, allez, le micro à la salle. Que ça pète. S'il vous plaît, là-haut. Merci. Merci. Alors, je m'excuse. Je suis un anonyme. Il y a 7 ans, j'ai déjà gêné énormément. Il y a 5 ans, de la même façon. Et là, je vais encore faire pareil. Pourquoi figer? Ouais. Très bien. Attention à vos lunettes parce qu'elles peuvent éclater. Hein? Voilà. Pourquoi figer à 1000 ans une éternité dont nous avons conscience qu'elle existe? À quel moment l'homme ne s'est-il plus laissé inspirer par l'intelligence universelle? Il y a plusieurs questions, vous verrez. Ne devrions-nous pas aspirer à une nouvelle conscience de l'humanité qui retrouverait l'inspiration à l'évolution? La nature nous envoie des messages. Ne cherche-t-elle pas à nous tendre une main complaisante? Si nos pensées créent le monde, espérons qu'elles soient inspirées d'en haut. Je peux réagir? Vas-y, vas-y. Bon, il y a eu beaucoup. La question était complexe, mais je pense à autre chose, donc ça intéressera peut-être, comme ça part dans tous les sens, on va continuer. C'est que globalement, quand quelque chose va mal, ou qu'on vit mal, on a tendance à être en réaction, on se pose contre quelque chose, et il est très difficile de se mettre en position de créer. Or, quand on est en train de dans la situation actuelle, quand on fait le bilan de la planète et qu'on essaie d'imaginer des projets, eh ben, il est sûr que la plupart des projets ne sont pas des projets pour quelque chose dont on aurait envie pour mieux vivre, pour ceci, pour cela. Ce sont des projets contre. On veut lutter contre les effets pervers de la pollution, contre ceci, contre cela. Et je dirais que de la même manière qu'en général on guérit d'une maladie, pas parce qu'on combat la maladie, mais parce qu'on retrouve le désir de vivre, de la même manière on pourra projeter un futur quand on ne sera pas contre ce qu'il y a maintenant, mais qu'on aura le désir de vivre autre chose. Et ça m'amène à 2 petites remarques. La première est que quand quelque chose va mal, on est souvent dans le syndrome du boy scout, c'est-à-dire qu'il faut à tout prix faire quelque chose. C'est la fameuse histoire de 2 boy scouts qui voient une vieille dame, qui la prennent et qui la font traverser et qui croient avoir accompli la bonne action. Or, la vieille dame ne voulait pas traverser. Donc, bien souvent, quelque chose va mal, on se dit il faut à tout prix faire quelque chose, et on se précipite, on fait des tas de choses, et résultat, ce qu'on a fait, ça a des effets qui sont pires que si on n'avait rien fait. Et ça, on l'a observé dans certaines aides humanitaires dans certains pays, on l'observe dans ce qui se passe avec l'affaire de l'amiante, ou dans certaines manières de traiter les pollutions par le pétrole. Et de la même manière, je pense que certaines manières de réagir à des grands phénomènes qui se passent aujourd'hui, de type climatique, alimentaire et autres, comme disaient les Iroquois, si tu ne penses pas à cette génération, on ne sait pas vraiment ce qu'on fait. Or, quand on est en réaction immédiate comme ça, le risque est grand qu'on fasse plus de bêtises que si on n'avait rien fait. Et une dernière petite remarque, je dirais ne pas exagérer la peur, parce que c'est souvent le plus grand danger. Le grand danger d'un OGM, il n'est pas dans l'OGM, il est dans la peur qu'on a de l'OGM. Parce que la Terre, elle se remettra des OGM, ça, il ne faut pas se faire de soucis. La Terre se remettra de l'effet de serre, se remettra des OGM, et elle se remettra des conneries de l'homme, ça c'est sûr. Donc, voilà. Il y aura eu combien de morts? Eh bien, ça, c'est le problème des hommes, justement. Non, on s'en fout pas, mais je veux dire, ne projetons pas sur la Terre ce qui relève de la Terre et ce qui relève de l'homme. Et les casques verts, ils ont du boulot, hein. Putain, hein, Jean-Marie? Oui. Oh la vache. Bon, il y a des casques bleus déjà ici? Il va falloir penser à ça. Bon, une autre question dans la salle, s'il vous plaît. Là-bas. Là, oui, voilà. Alors, vous parliez de 1000 ans à venir. Je n'ai pas franchement entendu les réponses dans les débats qui ont eu là. Mais moi, je veux dire que penser l'avenir, c'est voir son prochain. Et
c'est la conclusion du festival et je voudrais rendre hommage à des gens qui étaient dans l'ombre, habillés en noir avec des petits badges jaunes, qui sont les hôtesses qui nous ont accueillis avec énormément de qualité. Et voilà, simplement, elles ont su communiquer avec une manière géniale. Donc merci les hôtesses, vous pouvez un peu peut-être... les apprécier, parce que voilà, elles ont tout approuvé, elles n'ont rien à démontrer, et donc voilà. Donc la deuxième chose que je voulais demander, c'est, voilà, Milan a inventé, mais nous, on va avoir 1 an à attendre avant que Sciences Frontières revienne. Donc, tous les gens qui sont de la région, eh ben, je leur dis, il faudrait quand même qu'on essaye, après les moments intenses qu'on a vécus tous ensemble sur des matières qui relevaient complètement de ce qu'on ne savait pas, qui relevaient de la sociologie, de la biologie, de la physique quantique, du codage des protéines, etc., eh ben, on ne peut pas se retrouver 1 an après. Il faut qu'on fasse quelque chose pendant l'année. Donc, je ne sais pas comment le faire, mais il faut que... Voilà. Moi, je suis le président du foyer rural de Murs, au-dessus de Gordes. Qu'on essaye de tous se retrouver, nous les Vauclusiens, etc., et qu'on montre aux gens de Cavaillon qui pensent que Sciences Frontières, ça sert à rien, que ça sert à beaucoup. Voilà. Et je remercie. Super. Merci beaucoup, monsieur. D'autres interventions dans la salle? Oui, ici. Allô. Oui. Monsieur Lannoy. Oui, oui, bon. juste pour être passé. Alors, on est deux alors. Non, je crois que c'est moi qui ai le micro. Mais après, quoi. Une bagarre de micro, c'est courant. Voilà, c'est l'inévitable malveniste. Oui. Non, je voudrais revenir un petit peu sur le sujet. Je vous prie de m'en excuser à l'avance. J'ai écrit un petit truc rapide. Et j'ai deux points à soulever avec Jean-Marie Pelt et avec Joël. Et puis après, un petit commentaire très bref. Alors, moi, je suis tout à fait à 100% pour le droit d'ingérence militaire. Pour les casques bleus qui amènent la paix dans le monde et qui évitent aux gens de se casser la gueule. Je suis aussi tout à fait d'accord pour le droit d'ingérence humanitaire, donc les casques blancs qui viennent au secours des malheureux. Et je suis aussi pour le droit d'ingérence économique, le FMI, qui sont les cash verts comme dollars. Je suis pour la proposition de Jean-Marie, les casques verts tout court, le droit d'ingérence écologique. Je suis aussi pour un droit d'ingérence sociologique. L'excision, le bizutage, le viol, la peine de mort, ce seront les casques rouges. Je suis pour le droit d'ingérence pénale, tribunal pénal international. C'est le casque Hermine. Et je n'ai pas eu le temps de mettre une liste de casques, il y en a beaucoup d'autres. Alors, ce droit d'ingérence globale, pour lequel je suis absolument pour, mais exercé pour une restriction quand même seulement vis-à-vis des plus faibles. Il n'est pas question d'intervenir sur les monstrueuses usines à produire du CO2 des Américains dans les Four Corners, vous savez, les 4 États avec les mines de charbon à ciel ouvert. Il n'est pas question d'empêcher les Russes de faire quoi que ce soit en Tchétchénie. Donc je suis pour ce... Et en plus, ça porte un nom. C'est la bonne conscience blanche, chrétienne, l'alliance du sabre, du goupillon, du caducée et de l'arrosoir. Et ça porte un nom, ça s'appelle le colonialisme. Alors, vous voyez, encore une fois, on ne peut pas avoir des solutions toutes faites pour tout. Et il faut savoir que l'enfer étant pavé de bonnes intentions, les fausses bonnes idées circulant partout, on se trouve finalement vis-à-vis de contradictions qu'on n'arrive pas à résoudre. J'ai rien trouvé de plus poignant, moi, que la lettre de ces 2 gamins noirs qui sont montés dans le train d'atterrissage et qui sont morts de froid et qui avaient écrit une lettre où ils disaient essentiellement aux Blancs, venez-nous en aide, c'est-à-dire rétablissez le colonialisme. Doit-on rétablir le colonialisme pour cela? Doit-on créer tous ces systèmes d'intervention systématique de l'Occident dominateur sur le reste du monde pour leur apprendre comment à vivre? Eh bien, c'est une question qui mérite d'être posée, mais pas en termes simples, et qui mérite d'être véritablement réfléchie. Vis-à-vis de Joël, j'ai quand même une remarque, et Dieu sait que j'ai une admiration énorme pour le travail que fait Joël, mais je pense quand même que tu devrais de temps en temps prendre des conseillers. Tu ne peux pas publiquement, devant des gens qui ne sont pas préparés, dire que parce que tu as fait une expérience limitée sur des systèmes dont on sait que, par exemple, 95 à 98% des opacités du sein, heureusement, sont bénignes,
que personne n'a démontré que les oncogènes aient le moindre rôle à l'heure actuelle dans le cancer. C'est une hypothèse de travail. Tu ne peux pas, public comme ça, balancer cette idée. Parce que tu vas avoir demain, s'il y a un tiers des gens qui un jour vont avoir un cancer et qui ont des cancers dans leur famille, et tu vas avoir une pression trop importante, donc il faut faire attention. Par contre, je peux te proposer, moi j'ai des souris qui ont des tumeurs mammaires dans mon laboratoire, et je te propose de faire l'expérience quand tu veux, et si elle réussit, je t'assure qu'on ne sera pas plus d'un d'entre nous. Je fais en ce moment l'expérience de ce type avec des Américains qui ont des procédés non orthodoxes sur le cancer, et je te l'offre de faire le travail. Très brièvement, pour ce qui concerne le 3e millénaire, je crois véritablement, mais c'est une croyance, c'est pas du tout une certitude, que ce sera le millénaire de la conquête du corps. Car il y a un phénomène tout à fait étonnant, c'est que dans les siècles précédents, l'humanité a conquis beaucoup de choses. A conquis, ça nous plaise ou non, la terre, a conquis le savoir, l'éducation, l'accès à la musique, qui était auparavant tout à fait impossible, par les moyens de diffusion. Mais il y a un continent qui nous est complètement interdit et que nous remettons à d'autres à partir du moment où il nous semble que quelque chose ne va pas, c'est notre propre corps. Et il est extrêmement important d'imaginer que nous aurons des moyens, par exemple des moyens de détection, qui permettront à notre ordinateur domestique de nous dire où en est notre corps, de nous dire si nous avons véritablement un virus méchant dans le poumon, sans que nous ayons besoin de demander à quelqu'un d'autre qui aura pouvoir sur nous de vie et de mort d'interpréter ces choses. Je crois que c'est le dernier continent à conquérir par l'homme, et j'espère que tes recherches, Joël, et éventuellement un petit peu les miennes aussi, permettront enfin à l'homme de ne plus se remettre, comme dans des temps préhistoriques, mais qui heureusement disparaissent, on s'en remettait à Dieu, et bien là, de s'en remettre à la médecine, et donc les hommes pourront eux-mêmes décider de ce qu'est leur santé et prendre conscience des dégâts bien avant qu'ils se manifestent, et deuxièmement, prendre des décisions d'égal à égal lorsque ce sera nécessaire, ce qui n'est pas le cas actuellement avec les tenants de la médecine, les médecins. Merci. Joël, tu réponds ? Je remercie Jacques d'une part de veiller sur ses collègues, c'est très sympa, il a tout à fait raison, j'ai essayé de le dire, il a eu raison d'appuyer sur le fait qu'il s'agit d'une situation qui s'est présentée et pas du tout d'une expérimentation clinique, donc je l'ai donné pour éclairer une situation, non pour qu'on vienne faire des demandes auxquelles on n'est évidemment pas en mesure de répondre. Ça, c'est bien évident. Et je voudrais il te prête des souris. Hein, oui, alors je le remercie là aussi. Je voulais souligner le point important qui est donc le rôle du sujet. Avec des chats, avec des chiens, on arrive bien à leur demander leur avis s'ils aiment une musique ou non. On est en train de le faire avec des vaches. Je voudrais d'ailleurs préciser dans quelles circonstances. Il y a un arrêté qui a été pris par le ministère de l'Agriculture français en novembre 1994 qui recommandait l'éradication d'un petit parasite des bovins, une petite mouche qui s'appelle le varan. Pourquoi ? Parce qu'elle perce des trous dans le cuir et puis ça porte atteinte aux intérêts de l'industrie du cuir. Alors voilà. Et il se trouve qu'un chercheur indépendant anglais, il y en a heureusement aussi dans d'autres pays, qui s'appelle Mark Purday, a publié une étude dans un journal qui s'appelle Medical Hypothèse en 1996, dans laquelle il montrait qu'il y avait une très forte corrélation entre l'éradication de cette bestiole en Angleterre et l'apparition de la vache folle quelques années après. Et il se trouve que moi j'ai regardé un tout petit peu la question et qu'en regardant la séquence de la petite enzyme, l'hypodermine du varan qui perce le cuir des bovins, elle a des anti-homologies avec le prion, c'est-à-dire qu'elle inhibe le prion. Autrement dit, ça veut dire que le parasite lui-même a un effet protecteur sur la vache folle. Alors, il y a des vétérinaires qui ont commencé à essayer de faire quelque chose à ce sujet-là, parce qu'il y a effectivement d'autres méthodes que l'éradication. N'oublions pas que Dieu créa aussi les parasites. Donc, il faut faire attention avec ce mot éradication, comme avec le mot arbitraire. C'est des mots qui portent loin. Et donc, on va essayer de voir si on arrive à demander leur avis aux vaches. Et donc, à partir du moment où on arrive à trouver des méthodes pour demander leur avis à une souris, je suis tout à fait d'accord avec ce que propose Jacques.
Et je le remercie. Merci Joël. Comme un petit frère à son grand frère. Allô? Monsieur Giacometti. Une remarque sur l'intervention de Dantec. Ça fait 3 ans que je viens ici. Pour la première fois, je vois quelqu'un qui me fait l'éloge un peu de la noirceur. Et ça me plaît bien parce que souvent, quand les civilisations ont avancé, quand vous avez des scoops qui sortent, quand vous avez des ruptures, c'est parce qu'il y a des gens qui ont une part de noirceur et qui ont voulu changer les choses. Et parfois, la noirceur est utile. Et justement, de prendre cette salle à rebrousse-poil où j'ai beaucoup de gens qui me parlent de vibrations, d'harmonie, de petits oiseaux, eh ben c'est pas mal du tout. Seconde chose pour Monsieur Sternheimer. Refous pas le bordel. Hein. Non, mais j'y vais parce que apparemment, avec votre théorie, vous sauvez des millions d'Africains, vous guérissez des mésothéliums, vous sauvez plein de maladies. À un moment donné, vous savez très bien que c'est pas en envoyant une lettre au ministère de la Santé que ça peut changer les choses. Ça se passe pas comme ça, la science. Je vous l'apprends pas. Donc, à un moment donné, qu'est-ce que vous allez faire pour sortir du ghetto où vous êtes? Où, certes, ici, vous avez vos groupies qui applaudissent quand vous dites parler de vaches folles, vous parlez de plein de choses. C'est bien. Mais qu'est-ce que vous allez faire pour que votre théorie, elle ait un impact réel et qu'elle ne reste pas dans le domaine des bons sentiments des petits oiseaux? Et je sais que je me mets une partie de la salle à dos, les gens de bonne foi sont pour Sternheimer, mais à un moment donné, vous ne pouvez pas dire qu'avec ça, vous guérissez des cancers, ça peut relever de la connerie. Je suis désolé. Je n'ai pas prononcé le mot, mais j'ai une seule réponse à vous faire, Monsieur Giacometti. Je vous remercie de votre proposition. Je fais déjà beaucoup. Et vous? Moi, je veux bien faire, mais et vous? Moi, j'ai 12 procès en ce moment, dont 3 avec des labos pharmaceutiques. Et dans ce milieu, si on ne se bat pas, on n'arrive à rien. Aller toujours dans le même sens avec un auditoire de complaisance, ça n'avance nulle part. Je vous dis ça pourquoi? Parce qu'il y a 2 mois, j'étais dans un colloque avec une personne, avec un grand professeur, qui avait une salle acquise, qui m'a fait la promo du vaccin hépatite B. Il était avec son auditoire, il était en pleine complaisance, et c'est comme ça que ça n'avance à rien. Et s'il n'y a pas de combat et de noirceur, on n'avance pas. Alors je voulais souligner à propos... Merci. Je voulais souligner à propos de la vache folle qu'il y a en ce moment même des dizaines d'éleveurs qui refusent justement l'éradication du varron, qui passent en procès parce qu'ils refusent cette connerie de l'administration, évidemment. Et oui, il y a des gens qui se battent, vous avez raison. Et simplement, en tant que... j'ai regardé la chose avec ma petite lorgnette et je trouve un résultat convergent avec un autre chercheur indépendant anglais, avec ce que dit Thierry Lecomte, qui lui dit moi je suis payé pour... qui est un conservateur de parc national, il dit moi je suis payé pour conserver les espèces, pas pour les éradiquer. Et c'est parce qu'il y a des avis différents, indépendants et convergents que ça peut peut-être avoir une valeur et amener un débat au moins sur ces questions. Oui, moi je suis agriculteur et je voudrais revenir sur la vache folle. Je trouve que c'est pas très normal de parler de la vache folle parce que la vache, en fait, je l'ai déjà dit l'année dernière, elle n'a jamais demandé à manger de la farine de viande. C'est les chercheurs dans les laboratoires des fabricants d'aliments industriels qui, eux, qui ont trouvé qu'on pouvait faire manger des déchets d'abattoirs, des déchets d'équarrissage, etc., aux vaches. Et la vache, à l'heure actuelle, elle meurt. À l'heure actuelle, depuis le début de l'année, il y a 3 fermes qui ont été abattues. Ça représente à peu près 500 à 600 vaches. Hein. Pour moi, ce n'est pas la vache qui est folle, c'est l'homme, pour des questions de profit uniquement. Hein. Et le monde agricole, il vit à l'heure actuelle que de subventions. On nous donne des subventions pour planter des pommiers, on nous donne des subventions pour détruire les pommes, et on nous donne des subventions pour arracher les pommiers. Et je trouve que c'est lamentable. En tant qu'agriculteur, je voudrais que... C'est peut-être pas le cadre aujourd'hui ici, c'est peut-être des scientifiques. Je vous remercie de faire une animation extraordinaire sur Cavaillon. Vous faites un travail énorme. Mais moi, en tant qu'agriculteur, je voudrais qu'on prenne conscience que le monde agricole représente quelque chose de très important. On est là, on cultive des légumes, on élève des animaux, on cultive des fruits, on donne la vie à des plantes, on aide les plantes à découvrir la vie, et c'est très important. Et au moins, on devrait avoir un métier qui nous permette de vivre. Or, à l'heure actuelle, on est une profession d'assisté. Hein. Ça, c'est quelque chose de dramatique, et je crois qu'il faudra que tout le monde en prenne conscience et qu'on nous aide à reprendre un métier honorable. Je voudrais dire aussi quelque chose par rapport à ce qu'a dit M. Pelt en matière au niveau des arbres. Pour moi, ce n'est pas important de planter des arbres, c'est important de les semer. Parce qu'un arbre qui est semé résistera beaucoup mieux au vent et à la tempête qu'un arbre qui est planté. Parce que la plupart du temps, quand on plante un arbre, on a déjà coupé la pivotante.
Hein. Et les arbres, je discutais avec un vieux paysan qui me disait que les cyprès en Provence, quand ils étaient semés, jamais le vent les arrachait. Jamais le vent arrivait à les coucher. Alors, essayons avant tout de semer, c'est beaucoup plus logique, je crois. Il y a un travail énorme. C'est vrai qu'il va falloir reboiser beaucoup de régions en France. Il y a un travail énorme et on devons tous se faire ensemble, mais surtout semer les arbres et pas les planter. Autre chose, il existe une association qui s'appelle Cocopelli, qui est en Ardèche, qui essaye de maintenir une société qui a essayé de développer des vieilles variétés. Cette société s'appelle Terre de Semences. Ils ont fait un très très bon travail depuis 6 ou 7 ans. Et à l'heure actuelle, ils sont en passe de disparaître uniquement parce que la législation française les oblige à avoir une obtention pour chaque variété. Hein. Comme ils ont 400 variétés de tomates au catalogue, eh bien, il faut des agréments, des agréments, des agréments, et on n'en finit pas. Et cette société est au bord du dépôt de bilan. Alors, ils ont été soutenus par des gens comme nous qui utilisons des vieilles variétés. Bon, je fais de l'agriculture biologique, même que ça paraisse bizarre au premier intervenant. Je crois qu'il y a une raison de faire l'agriculture biologique. C'est qu'au moins, on n'empoisonne pas la terre. On ne le fait pas que pour le consommateur. On n'empoisonne pas la terre pour le millénaire qui arrive. Hein. C'est quelque chose d'important, ceci dit. Et l'association Cocopelli est en Ardèche et elle mérite vraiment d'être soutenue. Voilà, merci. Merci, monsieur. Alain Mamoumani. Moi, je suis très heureux de dire que nous arrivons donc à 17 ans de Sciences Frontières. L'un des derniers festivals s'appelait Résonance et j'espère que le prochain va s'appeler Dissonance. Je considère que nous avons fait, jusqu'à notre adolescence de Sciences Frontières, l'apprentissage de penser tous ensemble et d'essayer de structurer une pensée et une conscience commune. Et je remercie les Kashga d'avoir fait ce travail et petit à petit, en semant, ils sont arrivés à faire que nous soyons aujourd'hui convaincus de ce que nous pensons. Mais dans l'atelier que j'ai fait ce matin, avant de pouvoir simplement penser être un gouvernement du futur, nous avons mis une demi-heure, 3/4 d'heure à essayer de dénigrer les gouvernements du passé. Et tout à l'heure, j'ai entendu une musique, un son, un texte qui m'a donné une impression du futur. Vous aviez là un poète qui vous a exprimé quelque chose qui venait du fond de son cœur et du fond de ses tripes. Et ce n'était pas facile pour lui de dire ça. C'était pas facile de le dire. C'était pas facile de le dire parce qu'effectivement, nous sommes encore dans la culture du passé. Nous sommes encore dans la culture du pour, du contre, du masculin qui s'affronte au féminin. Nous sommes encore dans la culture de ce qui est la compréhension de rapports de force. Le monde de demain ne sera plus rapport de force. Le monde de demain ne sera plus écoute et audition et boucherie. Le monde de demain sera un monde qui va se créer sur les semailles, sur le potentiel que nous avons. Vous ne pouvez même pas imaginer l'homme de demain. Et si quelqu'un, aujourd'hui, est capable d'exprimer avec douleur, au fin fond de Montréal, un texte et un cadeau qu'il a fait pour vous, sachez l'écouter. Tu veux le relire? On n'a pas bien entendu la première fois. Non, je n'ai rien à ajouter pour ma défense. Pardon. Voilà. Oui, bonjour, je m'appelle Christian. Je suis bien content de pouvoir parler parce que ça fait 1 heure que j'attends de pouvoir parler. Mais c'est ma faute, c'est ma faute. Non, ça tombe très bien, ça va me permettre d'intervenir sur les remarques qu'ont fait les intervenants précédents. Alors, du coup, j'ai plein de choses à dire, je vais essayer de structurer ça au mieux. On parle de 1000 ans à venir. Et puis je remarque qu'on dit souvent, j'ai entendu beaucoup autour de moi, il faudrait faire ci, il faudrait que les gens fassent, il faudrait que les gens fassent. Alors je vais vous dire ce que je fais. Et en même temps, ce qui est bien, c'est parce que je vais essayer de relier un petit peu tout ce qui a été dit. On a parlé des OGM. La dernière fois, c'était hier. Et on nous a demandé d'aller signer, d'aller prendre des papiers sur le CRIGEN, par exemple, pour agir contre les OGM. Alors là, moi, ma façon d'agir contre les OGM, ce n'est pas de lutter contre les OGM de façon active, mais c'est plutôt, et là je vais aller dans le sens de ce qu'a dit
Eva, donc l'inverse c'est Vae, donc qui est complètement situé à droite de la table. Je mange bio. Je mange bio, donc je ne suis pas là pour promouvoir le bio, mais je me dis que chacun, à notre échelle, on a un pouvoir qu'on oublie. Chaque individu, qu'on s'appelle Jacques Benveniste, qu'on s'appelle Joël Sternheimer ou qu'on s'appelle quelqu'un d'encore plus connu, on a le même pouvoir quelque part. Il y en a qui sont plus médiatisés, mais on a le même pouvoir. Alors, sur ces papiers du CRIGEN, qu'est-ce que j'ai vu? Que quand on n'avait pas de sous, quand on était fauché, on pouvait donner 100 francs, 100 balles. Quand on en a beaucoup, on peut donner jusqu'à 10 000 francs. Puis plus, je suppose, si vous pouvez donner plus, donnez plus. Ça fait 5 ans que je mange bio. Ça fait 5 ans que j'essaie de faire en sorte que le moindre sou que je dépense aille dans un système qui me plaise. L'agriculture biologique, le commerce équitable, qui fait que le petit agriculteur qui vient de Colombie ou de je ne sais pas quoi, on lui donne de quoi manger, et ainsi de suite à tous les maillons de la chaîne. Donc finalement, je me dis que depuis 5 ans, j'ai donné beaucoup d'argent à un système qui me plaît. Simplement en donnant le moins possible à un système qui ne me plaît pas. Et je demande à chacun d'entre vous, est-ce que tu le sens, ton pouvoir que tu as? Et qu'est-ce que tu en fais? Combien t'as donné à un système qui ne te plaisait pas? Tu gagnes 10 000 francs par mois? Combien t'as donné à un système que tu cautionnes pas? Donc c'est bien beau de parler, mais n'oublions pas que chacun, à notre niveau, on a un pouvoir important. Depuis que j'ai fait certains choix de vie, j'ai donné des centaines de milliers de francs, par le biais de ce que je mange, de ce que je porte, c'est bio, chaussettes, c'est bio, et puis plein d'autres choses. Par le biais de mon travail, je fais de la toxicologie de l'environnement. T'as des Lewis. Mais enfin, c'est quand même important. Il y a moyen de donner énormément à un système que l'on cautionne. Donc c'était une des choses que je voulais dire. Prenez conscience, que l'on prenne tous conscience de notre pouvoir. Et plus il y aura de Christians, et plus il y aura de gens qui produiront comme ça. Et puis mieux ça ira. On parle du monde, on peut en avoir une vision noire, on peut en avoir une vision d'une autre couleur. L'homme au chapeau noir, avec qui j'étais à table hier soir, mais loin de moi, donc on ne sait même pas parler, je ne sais pas son nom, a une façon d'exprimer les choses. Il y en a d'autres qui ont une autre façon. Mais je pense qu'au fond de nous, le message est le même. On a envie de vivre heureux. Le problème, c'est qu'on n'a pas la même façon d'y arriver. On n'est pas d'accord pour le faire. Il faut simplement savoir s'écouter. Donc moi j'ai bien aimé ton poème, bien que je ne l'aurais jamais expliqué de la même façon. Je voudrais intervenir sur, c'est peut-être Alain Manoumani là, qui est intervenu sur une conscience commune, et ça va me permettre de faire une remarque sur ce qu'a dit M. Benveniste en même temps. M. Benveniste a dit il faut conquérir le corps, c'est le prochain combat ou quelque chose comme ça. Et moi je dis, quand une maladie vient, qui décide? Le corps ou quelque chose au-dessus? L'esprit. C'est une conscience commune qui a décidé que j'avais attrapé la grippe il y a 3 semaines? Ou c'est ma conscience à moi? Ok, c'est vrai, on a une conscience commune. Mais est-ce que chacun d'entre nous a fait un voyage intérieur et s'est demandé ce qu'il voulait vraiment? Est-ce que chacun d'entre nous qui a fait ce voyage intérieur s'est demandé, bon, je veux ça, mais qu'est-ce que j'y mets comme énergie pour réaliser ce que je veux vraiment? Est-ce que, par exemple, pour cautionner un système de commerce équitable ou de plantes saines qui sont nourries par le soleil, qui sont semées, qui ne sont pas plantées comme les arbres, qui regorgent d'énergie, de vitamines et pas de produits chimiques et d'autres cochonneries, est-ce que je suis capable de m'embêter à aller simplement au magasin qui est un peu plus loin, un peu plus petit, un peu moins beau? Je vous laisse seul juge. Et je répète, prenez conscience de votre pouvoir intérieur. On a énormément de pouvoir. Moi, je ne gagne pas beaucoup d'argent, mais j'arrive à mettre des centaines de milliers de francs dans ce qui me plaît. Voilà. Et j'ai encore 8 petites choses à dire. On me dit souvent que je suis un agitateur, un contestataire, un emmerdeur, quoi. Mais une proposition comme ça, il serait bien de commencer à considérer que les emmerdeurs ou les agitateurs actifs, plutôt ceux qui ont le feu, qui disent franchement ce qu'ils pensent, ce serait bien qu'on puisse nous considérer comme une valeur humaine ajoutée et pas des emmerdeurs.
Et peut-être aussi considérer, ça peut être valable pour moi, que ceux qui ont dit des choses qui n'allaient pas dans le sens que je pensais ne soient pas des emmerdeurs, mais aussi que je les considère comme une valeur humaine ajoutée. Donc là, il faudrait qu'on parle de tolérance, peut-être. Et je vais terminer en parlant de Joël, qui est un ami, qui m'a donné l'occasion d'essayer la musique des protéines dans mon travail. C'est quelque chose de formidable, ça. Et il a déjà soigné des gens, il a déjà guéri des gens. Je parle pour lui, peut-être qu'il va dire que c'est pas du tout ça. Pour l'instant, il agit avec une certaine discrétion, pas si discret, remarqué parce qu'il est là à Cavaillon, qu'il parle publiquement, qu'il a un site internet. Il a peut-être pas 12 procès sur le dos, mais il a sauvé au moins une personne, et je pense donc qu'il agit dans le bon sens, quoi. Et tout seul, il n'y arrivera peut-être pas, c'est avec l'aide de l'ensemble qu'il y arrivera, quoi. Et au nom de ces personnes qu'il a aidées et guéries, parce que j'en connais certaines et je sais qu'il y en a déjà eu plusieurs, bah je lui redis un grand merci. Voilà, j'espère que c'était compréhensible. Merci beaucoup, merci. D'autres questions? On va changer de coin, là-bas, oui. Allez-y, madame. Oui, allô, voilà. Moi, je voulais répondre à partir du moment où ce monsieur a parlé, par rapport à l'agriculture, etc. Et aussi Alain Mamoumani qui a dit que nous avons longtemps pensé ensemble ici. Et moi, je dis, effectivement, et pour répondre aussi au monsieur qui est à Murs, par là, dans la région, c'est qu'il faut que nous commencions à agir ensemble. Et il y a beaucoup à faire. Et je sais qu'il y a des gens qui sont aussi en phase, mais pour moi, il y a des résonances. C'est ce que fait Joël Steinheimer, les travaux de Biberian sur les transmutations biologiques à faible énergie. Et ça rejoint tout ce qui se passe sous la Terre. Et si vous voulez, ce qui est en rapport avec ce que font les biologistes, les agriculteurs. L'année dernière, il y avait ici M. Bourguignon qui a parlé à un moment donné. Et après le festival, il est allé faire une conférence aux mines de Cavaillon, où justement il a expliqué tout ça à des agriculteurs, à des gens du métier. Il ne l'a pas expliqué ici. D'ailleurs, pour moi, il y avait une grosse différence, justement, parce que j'ai compris beaucoup de choses. Et nous avons ici à sauver des végétaux en péril. Il s'agit de sauver des vignobles en péril. Si vous allez vous promener entre le pont de Bompas, la sortie de l'autoroute, et tout simplement le premier village, vous allez vous apercevoir que de part et d'autre de la Nationale 7, il y a le désert. C'est-à-dire qu'entre chaque œil de cyprès, il y a la jachère, il y a des plantes, des sols qui sont nus ou avec des herbes rases, il n'y a plus rien qui pousse, c'est abandonné. Attendez, excusez-moi madame, je vous demande 10 secondes. Ne partez pas, ceci n'est pas un spectacle de carnage, le spectacle de carnage c'est juste après, c'est dans 5 minutes, ça va être super génial, et après il y a les grands prix, il y a tout le bordel de la fin du festival, la grande synthèse. Alors partez surtout pas maintenant là, restez encore 5 minutes. Oui, pardon oui, madame, je vous en prie. Voilà, merci. Donc j'ai entendu aussi un agriculteur qui disait que les biologistes comme les autres, on les obligeait à mettre 10% de leur terre, 5% je crois, c'était passé à 10% en jachère. C'est complètement en dehors. Ce sont des gens qui peuvent cultiver et donner de la valeur au champ, remettre de la vie dans le sol. Parce que si les forêts meurent, si les arbres meurent, c'est parce tout ce qu'il y a à côté qui tue la vie. J'ai entendu parler de l'île, c'est l'île Maurice, ou je ne sais plus quelle est l'île où il y a eu... À Madagascar. Voilà. Bon. Les arbres qui meurent, etc. Est-ce qu'on s'est demandé pourquoi? Récemment, j'étais à Avignon, il y a eu un gars qui est au conservatoire de Porquerolles et qui nous a dit que la forêt, là-bas, était en train de crever à cause des embruns et des produits qui sont dans les lessives et qui sont amenés, disons, les molécules, disons,
qui sont en train de tuer la forêt, et ça se voit très bien par rapport à différentes zones qui sont plus ou moins exposées. Bon, je n'entre pas dans le détail, c'est un exemple. Ce sont des choses qui... comment dire? Pour moi, ce sont des puzzles. C'est un puzzle où il y a des pièces qui se mettent en ordre. Ensuite, il y a quelque chose aussi, je voudrais répondre à Jacques Benveniste, c'est qu'au sujet de la connaissance de l'individu par lui-même, il y a déjà des gens qui travaillent à ce niveau. Ce sont les kinésiologues. On n'en parle pas beaucoup, ils ne font pas trop de bruit parce que sinon aussi ils se feraient écraser comme beaucoup d'autres, certainement. Bon, donc tout ça, c'est complémentaire. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé ensemble. On a beaucoup de contacts à prendre les uns avec les autres et je pense que ça va aller très vite si chacun se met au boulot. Bon, je pourrais en dire peut-être encore beaucoup plus, mais je préfère m'arrêter là. Merci, merci, merci. Encore une ou deux questions? Intervention? Oui, là, derrière la caméra, caché. S'il vous plaît. Avec plusieurs amis du Vaucluse, je me suis demandé ce que moi, je pouvais faire à mon niveau pour le 3e millénaire, pour les enfants du 3e millénaire. Parce qu'évidemment, comme beaucoup d'entre vous, je suis mère aussi. Donc, si ça vous intéresse, je peux vous faire part de notre réflexion et de notre action, du moins de notre début d'action. Fort d'un constat très simple, à savoir que tout simplement, pour ce qui concerne le Soleil, il est prévu qu'il nous illumine encore 4,5 milliards d'années, que pour ce qui concerne le charbon, nous n'avons plus que 300 ans de réserve, et pour ce qui concerne du pétrole, ça passe subitement à 70 ans. Nous n'avons plus que 70 ans au grand maximum de réserve de pétrole. Alors, nous sommes dit, il n'y a pas photo, il faut faire quelque chose. Hein. Ne pas attendre 70 ans le point d'achoppement, mais agir, réfléchir et agir bien avant afin de s'y préparer. Donc je fais partie d'un petit groupe d'amis vauclusiens qui ont constitué une association qui s'appelle Avenir, qui très symboliquement est un sigle qui signifie Association vauclusienne d'éducation aux énergies non polluantes, indépendantes et renouvelables. Parce qu'effectivement, il nous semble pas seulement notre droit, mais notre devoir d'agir pour proposer à nos enfants et à nos petits-enfants des énergies qui ne remettront pas en cause les grands principes de vie, de préservation de vie. Je demande aux journalistes de ne pas quitter la salle. Corinne Lepage va faire une annonce dans 3 minutes. Si vous voulez des détails, je ne veux pas encombrer le micro. Vous pourrez me rejoindre à la sortie. Simplement, je me permets simplement de vous donner un premier rendez-vous pour les personnes que ça intéresse. Sachez que nous animerons la seule manifestation écobiologique du Vaucluse qui va avoir lieu le 3 et 4 juin prochain en Avignon, aux allées de Loul, qui s'appelle la bio dans la rue. Ne pas prendre la bio au premier degré, mais au sens de vivant, hein, tel qu'elle est définie dans le dictionnaire d'ailleurs, qui aura pour thème précis cette année pour la première fois les économies d'énergie et le développement des énergies renouvelables. Je vous en remercie. Merci beaucoup. Une toute dernière intervention? Il n'y en a plus? Si, il y en a bien. Je vais être bref, parce que je sens dans la salle une certaine fatigue. Il y a des moyens de récupérer très vite. La salle a beaucoup donné. Et merci d'ailleurs. Hein, la salle. Il suffit d'en prendre conscience déjà, puisqu'on a parlé de prise de conscience, pour pouvoir les souffler un peu. Je ne vais pas faire référence tout de suite à une expérience qu'on a vécue ce matin avec Alain, mais je voudrais simplement dire que ce que je voudrais transmettre maintenant ne passe pas avec des mots.
Parce qu'il existe des niveaux de conscience que tout le monde recherche depuis le début de ces rencontres et que j'ai entendu en permanence, c'est-à-dire arriver à avoir, à partir de spécialistes très pointus, un vecteur commun. J'appelle ça, moi, un petit fil pour le collier, alors que tout le monde est une jolie perle, de façon à ce que quelque chose se passe dans une dynamique du collectif dont tout le monde a l'air affamé à l'heure actuelle. Cette possibilité existe d'une façon, mais enfantine. C'est à la portée d'un enfant de 7 ou 8 ans. Pourquoi ? Parce que nous sommes enfermés dans les mots. Et je vais me permettre, avec beaucoup de modestie, je ne sais pas si je serai suivi, de dire que chaque fois que nous nous exprimons de l'un à l'autre, par communication, aussi sincère qu'elle soit, c'est encore que des traductions. Et je ne crois pas qu'il n'existe une traduction fidèle. Quand on parle de la matière, quand on parle de la conscience, et qui dit conscience dit aussi ce qui passe et qui vient du non-conscient ou du pas encore conscient, parce que ce que nous allons découvrir scientifiquement dans 8 jours, dans 10 jours, dans 10 ans, dans 1000 ans, ce n'est pas encore dans notre dictionnaire, c'est dans nos tripes. Alors quand est-ce qu'on va apprendre à écouter nos tripes ? Merci beaucoup. Je m'excuse vraiment, mais on m'a demandé d'être assez rigoureux sur les horaires parce qu'on est très serré. Donc je vais donner la parole de conclusion à quelqu'un qui va réconcilier tout le monde. Mais merci encore de ce débat, de cette opposition, parce que je crois qu'elle a été très très positive et très énergisante quelque part. Alors je vais donner la parole à Jean-Marie Pelt. Puis un petit tour de table, non ? J'aurais juste voulu dire... Allez, vas-y Joël. Je passe la parole à Jean-Marie. Après, j'aurais juste voulu d'abord dire un petit mot à Christian. C'est très gentil ce qu'il a dit. Christian qui est biologiste à Metz, comme dans l'Institut de Jean-Marie Pelt. Et merci à Jean-Marie pour qu'il puisse travailler. Et tu as évoqué des personnes tout à l'heure, mais de qui veux-tu parler ? Moi, j'ai déjà oublié. Hein. Ça, c'était une incidente à l'adresse des renseignements généraux. Et justement, puisque je parle de ce sujet, je crois qu'il est peut-être utile, pour moi en guise de conclusion en tout cas, d'évoquer un problème qui a été présent tout au long de ce festival Sciences Frontières, qui est un vieux serpent de mer du droit, à savoir la place qu'il y a nécessaire et possible entre le droit des inventeurs et le droit des auteurs, d'un droit des chercheurs, qui est absent de la législation. Et j'aurais juste voulu citer à ce propos un autre chercheur indépendant, en droit, il y en a aussi, heureusement, il faut qu'il y en ait. C'est un qui s'appelle Alain Coirant et qui a fait une proposition pour résoudre le problème juridique que pose la constitution d'un droit des chercheurs et qui s'inspire du principe de précaution en disant, voilà, pourquoi ne pas créer un fonds d'indemnisation des victimes des découvertes scientifiques ? De telle sorte que si, donc sur les applications industrielles des découvertes, ce serait prélevé, et de telle sorte que si au bout de 10 ans, il n'y a pas eu de victimes, eh bien à ce moment-là, les auteurs des découvertes pourraient recevoir quelque chose, eux aussi, et à plus grande portée probablement que les brevets. Et ça instaurerait aussi un principe de responsabilité au-delà de 10 ans. Merci Joël. Quelqu'un d'autre veut donner un petit point d'orgue ? Oui, moi je veux bien. C'est que, une petite chose, d'une part c'est formidable la diversité humaine, et quand on dit il faut commencer à agir ensemble, si déjà on ne pense pas ensemble, on imagine le bordel. Et tous ceux qui ont réalisé des projets se sont rendus compte que quand ça achoppe, c'est rarement la technique. Donc un des plus grands défis que nous ayons, c'est dans nos rapports humains. C'est tout. Maurice ? Oui. Moi, je vais simplement constater que c'est bizarrement au moment où Joël, à côté de moi, a parlé de la réinsertion du sujet dans la science, des applaudissements frénétiques se sont élevés, mais que c'est au moment où j'ai essayé, personnellement, de réinsérer le sujet dans le discours que les cris d'orfraie sont élevés. Pour moi, ça a été une grande leçon. Ça, c'est un vrai point d'orgue. Jean-Marie ?
Oui, difficile, chers amis, de conclure un débat qui a été peut-être très dispersé parce que le sujet était très vaste. Il fallait parcourir 1000 ans et tous les projets possibles, donc naturellement nous avons été dans toutes les directions avec des interventions de qualité. Tout, à mon avis, j'ai été frappé quand même du caractère vigoureux, pour ne pas dire viril, d'un certain nombre d'interventions et d'un certain nombre de réactions dans la salle. Et quand je dis viril, je le dis dans le sens exact du terme, parce que ce ne sont que les hommes qui se sont accrochés. Vous avez pu remarquer que les propos sévères qui ont été portés contre les uns ou par les autres sont venus des messieurs et non pas des dames. Et donc, je me félicite de constater que le phénomène de féminisation des mâles qui est lié aux hormones œstrogènes-like et qui font de vastes dégâts dans la jeunesse n'a pas atteint l'âge mûr. Je reprendrai ce que j'ai dit au début. En ce qui concerne la dite féminisation, cela me fait dire plus que jamais encore que nous avons absolument besoin des femmes pour nous aider, le cas échéant, à nous calmer. Et que les audacieux projets politiques dont je parlais tout à l'heure, à savoir la parité, me paraît quelque chose d'excellent. Il n'y a plus qu'à la réaliser et nous aurons alors des débats qui continueront à être divers, puisque les opinions le seront, j'espère, en tout cas, toujours en démocratie, mais peut-être d'une manière plus paisible et plus tranquille. Voilà. Oh, oh, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Oh, oh, yeah, yeah. Oh, oh, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Oh, oh, yeah, yeah.